Salut, bienvenue au Zénith, bon début de semaine à tous et on va d'abord nous adresser particulièrement à quelques ministres impopulaires de la République. L'éducation avec le début ce jour du DCI dans les parties anglophones du pays, mais pour quelle finalité quand on sait que l'école n'a pas eu lieu là-bas véritablement, mais on fait tout pour donner le sentiment que tout marche bien. Et puis que dire de la santé, le ministre Mamafouda qui depuis longtemps a dépassé les records d'impopularité avec cette autre mesure qui choisit de redéployer des personnels de santé et pas des moindres, des médecins de très haut niveau dans l'arrière-pays. Conséquence, c'est la grève, le débrayage qui se poursuit à partir de ce lundi à l'invitation, je peux le dire, des gens du CIMEC, le syndicat des médecins du Cameroun, dont nous recevons l'un des représentants au cours de cette émission à suivre donc au cœur de ce programme qui démarre avec toute l'équipe ce matin. Bonjour, bon début de semaine à vous, Charles Hamel. Bonjour Sam Severango et bonjour au ministre des Mines. Oui, la situation à l'Est est très bonne. Vous pouvez rester dans votre bureau, laisser les populations souffrir, se faire spolier comme ça et c'est bien. Bonjour à vous, monsieur le ministre Ernest Gouaboubou. Bonjour. Voilà, j'avoue que je découvre ce nom parce qu'en réalité, il y en a au gouvernement qu'on ne connaît pas beaucoup. Kete Diarra, bonjour. Vous connaissez le ministre Ernest Ah non, moi également j'apprends son nom sur ce plateau ce matin. Et d'ailleurs, ça m'a arraché un sourire. Donc bonjour à vous, Sam Séverin, à tous ceux qui nous suivent à la maison. Et bonjour spécial à tous ces jeunes qui depuis 2 heures sont groupés au rez-de-chaussée de l'immeuble Equinox pour attendre la descente de Cabral Libye. Sentez-vous saluer. Vous l'avez entendu, Cabral Libye est à Douala et provoque un effet boule de neige autour de lui. Il faut rappeler aux uns aux autres de pouvoir se maîtriser un tout petit peu. Bobok Began, bonjour. Bonjour Sam, je salue les compatriotes, surtout ceux qui sont jeunes. Ils étaient derrière Mélenchon, mais davantage derrière Macron, l'ami des tendances. Donc, les jeunes aux urnes, citoyens. Il reste quelques mois seulement pour la clôture des inscriptions sur les listes électorales. Ce sera le 31 août prochain. Inscrivez-vous vite. Merci. Très bien, l'appel est lancé et on va devoir rentrer dans le début effectif de ce programme avec l'histoire du début. Elle a passé le week-end et elle vous est revenue ce matin avec un peu plus de forme. Voici venue Tendance du Cameroun. Bonjour. Bonjour Sam Séverin Ango, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent ce matin. Je vais saluer les chauffeurs du boss ou encore les chauffeurs des boss qui veulent montrer qu'ils sont boss. Vous n'êtes pas boss. Ça a cuit vendredi, Sam. Hey, une patronne qui a convoqué 2 chauffeurs, donc 2 chauffeurs responsables, que je suis votre ami. On m'a chance. Si vous me conduisez, ça veut dire que je suis votre ami. Cessez de prononcer mon nom. Je suis fatigué que vous prononcez mon nom pour aller frustrer les employés. Que s'est-il passé? C'est une fille qui a commencé le travail, Diarra, ça fait pas encore 3 mois. Il y a l'un des chauffeurs du boss qui est parti lui dit que ouais, ma, tu as un problème avec madame. La fille dit que quel problème encore? Le gars dit, le chauffeur de madame dit que non. Parce que madame a dit que ta tête, les nerfs. Donc où tu es là? Il faut que tu me donnes 10 000 francs pour que je donne à madame, je négocie. N'est-ce pas, la fille aussi a eu peur? Que j'ai encore fait pour mieux, je n'ai pas voir moi madame pour demander ce que j'ai fait. Si j'ai fait quelque chose de mal, je demande pardon à madame. Ah, la fille est partie voir madame vendredi en pleurant. Elle a demandé l'audience, on a dit ok, va alors voir madame. Quand elle vient commencer à dire, elle a commencé à pleurer. Madame, pardon. Peut-être j'ai fait quelque chose sans savoir, madame. Excusez-moi. J'ai un enfant, madame, pardon. Comme je viens de commencer le travail, je ne veux pas avoir les problèmes. Madame dit, mais il y a encore eu quoi? C'est où elle dit à madame que non, madame Francis a dit que, tu as dit que ma tête l'énerve. Que ma tête t'énerve. Donc je voulais savoir si j'étais au pensée sans toutefois savoir. Madame a appelé Francis. Que dis-moi, le chauffeur, son chauffeur, que dis-moi. Je t'ai dit quoi tel jour? Le chauffeur a dit, madame, tu veux qu'on t'aide dans la voiture? Tu as dit que sa tête t'énerve. C'est pour ça que je suis venue la voir pour lui dire. Donc, directement, ça a créé un brouhaha, ça. Donc, j'appelle les chauffeurs là, les perroquets. Quand vous marchez avec les boss, ne croyez pas que le boss c'est votre ami. Comme quand vous le conduisez. Madame a sa part de responsabilité. Vous allez conduire madame sans toutefois faire le concours sur son nom. Donc, la société elle est traumatisée. Voilà qu'on t'a humilié devant les gens, non? Un père de famille qu'on insulte, vous êtes 2. Celui qui conduit madame le soir, celui qui conduit madame le matin. Madame est très en colère contre vous. Je vais faire vous renvoyer. Comme vous voulez croire que vous écoutez, vous partez dire là. C'est très grave ça. Très bien. Première question, Charles Hamel. Quel type de rapport doit-on avoir entre les chauffeurs et leurs patrons, même si le problème se pose davantage avec la dame?
Alors, il faut dire, Sam Severin, que celui qui vous conduit tient votre vie dans la main. Votre vie, ça il faut le dire. Lorsque vous prenez un chauffeur, vous lui confiez la responsabilité de votre vie. C'est celui-là qui, sans le vouloir, va écouter vos conversations. C'est celui-là qui, sans le savoir, va s'inviter à vos problèmes de ménage. C'est celui-là qui, sans le savoir, va se retrouver parfois à gérer certains problèmes qui sont liés à vous. Pourquoi? Tout simplement parce que le patron, en plus d'être patron, est un être humain. Un être humain qui pense, qui réfléchit, qui a des douleurs, qui a un quotidien aussi difficile. Et parfois, disons-le, ce n'est même pas le patron. Le patron ne choisit pas parfois de se confier, mais chaque situation qui arrive, chaque émotion que, n'est-ce pas, lâche qui se dégage comme ça, celui qui travaille, le chauffeur qui avait le patron, le reçoit. Mais maintenant, il faut dire que n'oublions pas aussi que le chauffeur est humain. N'oublions pas que le chauffeur a des sentiments et des ressentiments. N'oublions pas que l'œil du patron peut forcément ne pas être l'œil du chauffeur et que l'œil du chauffeur peut ne pas être l'œil du patron. Donc dans le cas de l'histoire de tendance, j'estime que le patron peut s'être exclamé dans ce sens qu'il a dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il a dit tendance? Il a dit, non, le patron n'a rien dit, il a seulement... Donc la patronne, voilà. Elle avait seulement secoué la tête comme ça pour son enfant. Ah d'accord, elle a secoué la tête. Donc c'est dire ça. Je ne peux pas analyser à sa manière. Je pense qu'en humain qu'il a été, il a peut-être interpellé la demoiselle, c'est la demoiselle dont tu m'attends, oui. Il a interpellé la demoiselle pour dire à la demoiselle, écoutez, il faut travailler encore davantage, mais c'est la proximité avec le patron qui a fait qu'elle a eu l'impression que c'est la voix du patron qui retentissait comme ça sur les lèvres du chauffeur. Donc, j'estime qu'il faut souvent faire la part des choses entre l'émotion de celui qui vient et peut-être l'interprétation de ceci que c'est le patron qui a envoyé. Maintenant, le chauffeur, la question, je vous la pose à vous, Kedia, ne doit-il pas avoir une certaine distance et ne pas tenter de s'installer dans une sorte de familiarité avec son patron en principe, c'est ce qui devrait se faire. Le chauffeur devrait bien marquer la différence entre monsieur son patron ou bien madame sa patronne et madame dans la vie de tous les jours. Mais maintenant, moi, ici, je vais parler de la responsabilité de la dame. Responsabilité de la dame parce qu'on a beau dire que c'est un être humain et donc forcément elle va se laisser aller par moments en la présence du chauffeur, mais on connaît les boss dans ce pays qui confient tout à leur chauffeur. Je pense même les ministres en sont victimes quelquefois. Donc vous allez rester chez vous, vous estimez que votre chauffeur, ben voilà, c'est quelqu'un à qui vous faites confiance et vous vous permettez un certain nombre de comportements et même de réflexions en la faveur de votre chauffeur. Ce que le chauffeur fait, c'est qu'il va aller se faire mousser auprès de ses collègues en essayant de leur prouver à eux justement que comme le patron pense, quand le patron pense un truc, de toutes les façons, moi également je suis au courant. Et d'ailleurs, tenez-vous tranquille, il me consulte de temps en temps pour avoir ma position. Maintenant, le fait que la dame ait décidé d'humilier ce chauffeur parce qu'elle a décidé pour essayer de récupérer ce que le chauffeur lui a pris. Moi, je vais dire que ça prouve tout simplement que oui, effectivement, à un moment, elle s'est laissée aller et elle s'est rendue compte qu'il va falloir récupérer son autorité entre les mains du chauffeur, d'où l'humiliation en public. Mais sinon, moi, je continue de penser que si le chauffeur allait dire à cette jeune fille que madame a un problème avec vous, un grief contre vous, c'est qu'effectivement, la dame a un grief contre elle. Ben maintenant, elle ne veut pas laisser croire au reste de l'entreprise que non, le chauffeur connaît mes intentions et peut même souvent vous les transmettre de peur justement que ce que le chauffeur vient de dire soit pris pour agent comptant. Très bien, les chauffeurs qui ne doivent pas forcément se prendre pour des confidents de leur patron, oui, mais les boss eux-mêmes, comme le dit Tendance, ne devraient-ils pas définir la nature des relations qui doivent exister entre eux et leurs chauffeurs? Absolument, mais je pense qu'au départ, ces natures des relations sont clairement définies. Mais ça revient à ce que disait Charles Hamel tout à l'heure. Nous sommes les hommes, nous sommes les humains. À un moment, c'est quelqu'un qui a votre vie, c'est comme le cuisinier. Donc le chauffeur de votre vie, vous êtes familier. Bon, si en plus, il a peut-être là, vous êtes son aîné, vous avez ce ressentiment que vous devez le traiter d'une autre manière, je vais dire beaucoup plus de considération encore. C'est comme ça que de bout en blanc, vous allez l'amener progressivement vers votre vie privée. Mais en réalité, comme là je termine en disant, comme disait Kay tout à l'heure, quand il y a une faute, vous êtes obligé de revenir le recadrer effectivement. Mais comme vous dites également, moi je connais, je ne le cite pas ici, un DG qui reçoit les dossiers d'embauche à travers son chauffeur. Hein. J'en connais, moi-même, j'ai fait recruter un de mes petits frères comme ça, hein, à l'envoi le professeur. Là, je ne peux pas le cacher. Dans une entreprise même parapublique. Mais ce n'est pas bien, il faut c'est pas bien du tout. Ça ne doit pas passer par le chauffeur. Et après, effectivement, je le lui ai dit.
Et malheureusement, il a licencié mon petit frère qui avait été recruté quelque part ailleurs, effectivement. Donc, mais voilà, effectivement, comme on est des humains, il faut, comme vous dites, recadrer chaque fois qu'on voit des dérives. Voilà, tendance. Maintenant, le rôle de la femme dans tout ça. Regarde, Sam, ce n'est pas que question du rôle de la femme. Tu ne sais pas ce que ça fait quand tu es quelque part, on vient dire que madame a dit, on dit que le boss a dit, c'est frustrant. Par contre, tu veux faire quelque chose, on dit que le boss a dit que, quand tu as vu boire quelque part, le boss a dit que, qui va couper 20 000 sur ton salaire, le boss a dit que, donc la personne te pousse à fuir ton boss. C'est mieux qu'on te chasse. Parce que je vais dire à madame qu'on te chasse. Par exemple, on ne te chasse pas, non. Je ne vais pas compter combien d'après tu as stressé et frustré. Tu as ta société, ton entreprise. Tu te lèves un matin, celui qui était un performant, tu ne le vois plus, qu'il a disparu. Parce que le chauffeur l'a stressé en disant que madame a dit que tu t'habilles très mal. Madame a dit que tu t'exprimes mal. Madame a dit que c'est énervant. Mieux, on chasse des gens comme ça dans les sociétés. Pour faire progresser une société, on chasse les Issa Tiroma. Pardon. Non, je ne parle pas de ça. Les Issa Tiroma, parce que les gens disent que quand quelqu'un manque trop, c'est que c'est Issa Tiroma. C'est pas moi qui dis. Donc, quand quelqu'un manque trop, il s'appelle Issa Tiroma. C'est pour ça que j'ai parlé. J'aime bien Issa Tiroma, c'est mon frère. On a compris. Est-ce qu'on a quelques messages là-dessus avant de Oui, des messages sur ce sujet. On en a qui sont arrivés aussi 55 73 48 86. À l'instar de celui-ci qui vient tout de suite, c'est celui de Diego qui nous écrit depuis Bonabéry, qui dit « C'est la mentalité du pauvre, souvent il oublie sa place et se prend pour l'ami du boss quand il s'agresse au vis-à-vis du patron. Fais ton travail pour le conserver et prendre soin de ta famille. Moi, à la place de la dame, je le limogeais. C'est se comporter en irresponsable, conclut Diego. À sa suite, on a également ce message de quelqu'un qui nous dit souvent ce sont les patrons eux-mêmes qui commencent à parler aux chauffeurs. Si tu ne réponds pas, le patron te méprise, dis tu le méprises. Et j'en connais quelque chose, nous dit finalement ce téléspectateur qui s'appelle Yaya et qui nous a écrit depuis la ville de Yaoundé. À la suite de Yaya également cet autre message qui arrive également en rapport avec le sujet de tendance. C'est le message d'un téléspectateur qui nous écrit forcément également de la ville de Yaoundé et qui nous dit, voilà, je tombe sur son message, il dit, il s'appelle Idriss, où il nous écrit depuis Garoua, voilà, j'y arrive, il aime bien suivre le programme et il dit, c'est de la faute au patron en fin de compte si son chauffeur se retrouve en train de le mépriser, parce que très souvent ces patrons confient des secrets à leurs chauffeurs. Ce message également de Fabien Gauss qui nous écrit depuis Bédi, qui dit le chauffeur qui prend 10 000 francs pour aller négocier le pardon est un congociste et un escroc. La fille alors est aussi faible d'esprit, elle a mal pris l'affaire, conclut-il. Et enfin ce dernier message, c'est quelqu'un qui dit le chauffeur n'est pas sérieux. Il ne devrait pas profiter de la clémence de sa patronne pour corrompre cette femme. Madi Zumbadon qui signe ce message et qui nous écrit de Ngaoundéry. D'abord, de toutes les façons, en termes de recommandations, on dira pour sortir de cette histoire qu'un bon chauffeur doit d'abord être assez discret. Il ne doit pas bavarder tout le temps, même s'il a appris des choses concernant son patron ou sa patronne. Il ne devrait pas les divulguer. Il ne devrait pas faire de trafic d'influence, pensant qu'il est le vice-patron. Le gens là, souvent, quand le boss appelle, il veut que tout le monde voit. Tu vois, non, Sam. Donc, quand le boss appelle, il dit que le voilà, c'est le boss qui a appelé. Si le boss envoie un message pour dire que est-ce que telle chose est bien, c'est lui qui va dire le message que le boss a dit l'autre jour. Il m'a envoyé sur tel plan. Si le boss envoie un plan de l'argent quelque part, il va dire tu as vu le montant, le boss me fait confiance. Moi, je suis fatigué de ça. Le jour que quelqu'un m'a parlé de moi, que mon boss a dit ceci, je vais l'attendre au rez-de-chaussée. Je ne suis pas là dans les trucs du quartier. Ce n'est pas le quartier. Très bien. Ce n'est pas le quartier ici. En tout cas, un bon chauffeur devrait s'atteler d'abord à bien conduire le patron. C'est là où on l'attend, bien le conduire, le prendre d'un point à un autre sans problème. Quand il y a des voyages, s'assurer qu'il n'y aura pas d'accident. Voilà. Au lieu de tendre l'oreille, si vous voyagez, il faut bien regarder dans le rétroviseur et bien conduire. C'est d'abord ça. Il y a des chauffeurs également qui ont sauvé les boulots de plusieurs personnes parce qu'ils voient comment un employé est en train de se conduire de façon à énerver le patron. Il se rapproche de l'employé et lui souffle le gars, fait attention sur tel ou tel détail. Si bien que l'employé se remet en question. Donc on n'a pas que de mauvais chauffeurs finalement, on a également des chauffeurs qui concourent à la stabilité des entreprises. Voilà, en raison de la proximité qu'ils ont avec leur patron. On prend la colère de Charles Hamel ce lundi, il s'attarde sur les partis politiques en liaison aussi avec les élections présidentielles ou tout autre de la même nature, avec cette question en filigrane. Est-il encore nécessaire même d'aller voter? Voici la colère de Charles Hamel.
Je m'interroge ce jour sur la question des élections présidentielles au Cameroun. Je me demande s'il faudrait encore continuer à organiser les élections présidentielles dans ce pays. Quelles sont les sources des revenus de nos postulants? Ont-ils la capacité de faire une campagne de proximité sur un territoire vaste de 475 000 km²? Où trouver l'argent pour confectionner des gadgets de campagne dont raffolent les populations? Payer, transporter et nourrir les scrutateurs qui veilleront sur la régularité des votes et la sincérité des résultats. Comment comprendre l'obscurité totale qui plane sur le calendrier électoral camerounais? Comment comprendre la longévité des fondateurs des partis politiques au Cameroun? Paul Biya, 25 ans à la tête du RDPC. Nidjon Frundi, 19 ans. Bello Bouba Magari, 19 ans. Garga Amanadji, 19 ans. Ameni Biele, 19 ans. Daikole Daïsala, Louis Tobimbida, Adamou Damjoya, Jean-Jacques Ekindi, 19 ans, respectivement à la tête de leurs principaux partis. Comment comprendre l'inculture démocratique de notre classe politique? Comment comprendre cette majorité écrasante présente dans toutes les grandes sphères de décision de ce pays inscrit au rang du parti au pouvoir? Comment comprendre qu'au Cameroun, les postulants retenus se retrouvent contraints d'attendre l'encaissement du chèque de 30 millions de francs CFA de fonds de campagne promis par l'État pour se déployer sur le terrain? Comment comprendre la prétendue rentabilité ou peut-être neutralité jouée par les grandes entreprises qui refusent de financer les grandes campagnes présidentielles dans ce pays par peur de représailles fiscales? Pourquoi me poserez-vous la question? Oui, savez-vous que les élections présidentielles pour ce qui est du Cameroun sont improductives, car non seulement elles sont très onéreuses pour nous, en plus elles produisent très peu de résultats positifs dans la vie des Camerounais, mieux des populations. Savez-vous que le Cameroun, après la Côte d'Ivoire, a atteint le score record, après la Côte d'Ivoire qui a atteint le score record de 300 millions d'euros en 2010, vient en deuxième position avec 3 milliards de francs CFA pour ce qui est de l'organisation des élections présidentielles. Savez-vous comment dépenser de telles sommes? Comment sont-elles dépensées? Point d'interrogation. Mieux, comment dépenser de telles sommes alors que 8 millions de Camerounais sur une population totale de 20 millions d'habitants vivent l'extrême pauvreté en dessous du seuil de pauvreté monétaire que l'Institut national de la statistique évalue à 738 francs CFA par jour? Oui, sachons que les élections coûtent excessivement cher pour nous, pays pauvres et très endettés. Faites le ratio, vous allez vous rendre compte qu'à la fin, c'est encore nous qui perdons. Savez-vous que ces pays, nos pays, les pays africains, font très souvent appel à des financements extérieurs auprès de l'Union européenne et d'autres bailleurs de fonds pour organiser les présidentielles? Comment comprendre que chez nous, les élections présidentielles, depuis bien d'années, n'ont pas réussi à déboucher sur une alternance? Le même président, le même système trentenaire, voire cinquantenaire, demeure au pouvoir. Comment comprendre la multiplicité des doublons qui, depuis les années, se retrouvent toujours sur les listes en même temps que les noms des compatriotes qui se sont régulièrement inscrits? Comment comprendre la tendance des fois aux modifications des constitutions pour que ceux qui avaient accepté au forceps le multipartisme demeurent au pouvoir 34 ans après l'instauration de la démocratie? Au Cameroun, l'opposition dénonce toujours des fraudes et demande l'annulation des élections. Rappelons-nous de la victoire tant clamée par le SDF. Et aujourd'hui, répondons à cette question. Faudrait-il encore qu'on croie ou que nous allions aux élections présidentielles? C'est une question fondamentale, d'abord pour deux choses. Premièrement, au lendemain d'une élection française où l'on a vu encore toute la manifestation de la démocratie qui est respectée d'abord au niveau de la sincérité du processus électoral, les élections, les résultats, disais-je, sont proclamés le même jour. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Deuxièmement, parce que nous au Cameroun, pour ne parler que de notre pays, nous sommes à l'horizon 2018 où doivent se tenir une succession d'élections suivant le calendrier. Donc, la question Bombo qu'on peut vous la poser, comme Charles Hamel l'a suggéré, doit-on encore aller voter aujourd'hui, au-delà de la problématique de la longévité des dirigeants à la tête de leur parti, mais c'est d'abord au niveau du système électoral? Oui, Sam Séverin, sans embâche, j'ai dit oui, il faut aller à l'élection présidentielle pour nous éviter au moins une chose, la prise du pouvoir par la guerre, la violence et le sang dans le pays. Il faut que le citoyen investissent, choisissent le président de la République par la voie des urnes. Maintenant, les problèmes qu'ils relèvent sont vrais, notamment les 57 850 bureaux de vote que sont dans notre pays.
est-ce que les candidats à l'élection présidentielle ont même les moyens de mettre les scrutateurs dans chaque bureau de vote? J'ai dit non. Est-ce que Elecam peut assurer la transparence, comme vous avez dit, de cette élection-là et proclamer les résultats? J'ai dit non, c'est encore à refaire. Pour l'argent, effectivement, de 92 à aujourd'hui, il est établi, ceux qui ont participé à ces élections-là disent qu'il faut pour chaque candidat au moins 1 milliard de francs CFA pour faire une bonne campagne de la présidentielle au Cameroun. Et nous sommes 6,5 millions d'inscrits aujourd'hui, donc 6,5 millions d'inscrits. Donc des problèmes là demeurent. Et face à un pouvoir central qui veut s'agripper, c'est là, et vous l'avez dit dernièrement, et je rejoins votre point de vue, que l'opposition commence à s'organiser autour de leur orientation idéologique pour proposer quelqu'un qui puisse être la volonté populaire et dont les inscrits peuvent, à partir de leur bureau de vote, commencer à préserver le scrutin, dont le vote des citoyens pour qu'on ne falsifie pas les procès-verbaux. Très bien. Alors la même question, on peut vous la poser, Ketedia. Doit-on croire en une élection au Cameroun dont on sait que les conditions sont littéralement viciées à la base, parce qu'aujourd'hui, la chronique de Charles Hamel s'y attarde pour continuer malgré tout de sensibiliser. On dit que l'ECAM est à pied d'œuvre, mais on s'inquiète tout de même, au-delà de sa composition qui peut être objet à polémique, il y a que sur le terrain, on ne sait pas s'ils font du bon boulot pour enrôler un maximum de personnes. Alors voilà pourquoi moi je vous ai dit tout le temps ici, Sam, sur ce plateau, qu'il en va également, pour ma part, hein, en mon sens, il en va également de la responsabilité des partis politiques. Parce que si vous voulez être un parti politique qui va porter un candidat à la tête de cet État, il faudra déjà que vous incitiez les personnes à s'inscrire sur les listes électorales. Et sans cela même que moi je tiens souvent à féliciter le MODECMA seulement sur ce seul plan, parce qu'on sait que c'est un parti politique avec les autres partis dont ils se sont ligués, avec lesquels ils se sont ligués. Ils font tout justement pour pouvoir inciter les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. On est d'accord pour dire que oui, le système est vicié à la base, Elections Cameroun n'arrive pas à faire ce qu'il faut, mais on n'arrête pas également de dire aux Camerounais qui nous écoutent, qui nous regardent tous les matins et même qui nous suivent des fois tous les soirs, que c'est eux, les Camerounais, qui décident. Si vous restez chez vous, vous ne vous inscrivez pas sur une liste électorale, vous n'allez pas récupérer votre carte d'électeur, vous ne partez pas voter et à la suite contrôler le vote, qui c'est qui va le faire? Alors je vous relance, vous avez interpellé les partis politiques en citant un parti pas bien connu encore jusqu'ici, le MODECNA. Or, les visages qui défilent, ce sont les visages des vieux partis. On voit Bello Bouba Maïgari, Frundi, Ndamjoya, vous avez Jean-Jacques Benda, Jean-Jacques Benda. Alors, tous ces visages-là qui sont plutôt hors sujet aujourd'hui, qui ne peuvent plus aller sensibiliser l'opinion. Alors, on fait quoi? On s'appuie sur quel nouveau type de dirigeants aujourd'hui? Alors, on s'appuie sur les dirigeants qui viennent peut-être de nulle part, mais qui peuvent porter le pays, qui peuvent à eux seuls avoir une capacité de mobilisation comme on est en train de le voir depuis longtemps. Ce qu'on va critiquer, ce qu'on va tout le temps reprocher à ces visages connus qui n'arrêtent pas de défiler, c'est le fait de reproduire exactement les mêmes erreurs que le gouvernement de Paul Biya, que le parti de Paul Biya. Il n'y a pas d'alternance à la tête d'un parti, on voit les mêmes têtes tout le temps. Ceux qui ont eu la possibilité de passer un moment, de fédérer la population autour d'eux, de faire rêver la population, sont ceux que la population accuse aujourd'hui d'avoir vendu, d'avoir trahi la voix de cette population-là. Donc, il est question aujourd'hui, s'il faut prendre le cas de ces partis-là, qui pensent déjà à refaire leur toilette, à mettre à la tête de leur propre parti de nouveaux visages, des personnes jeunes qui peuvent justement inciter la population camerounaise à se dire que oui, réellement on peut croire à un changement. Et une fois qu'on aura fait ça, bah peut-être que les Camerounais croiront à nouveau à eux. Mais s'il faut vous parler comme les Camerounais qui parlent aujourd'hui, on est fatigué de tous ces visages-là. On veut un nouveau sang, on veut du sang frais. Et c'est en cela même que toutes les nouvelles personnes qui sont en train d'arriver aujourd'hui sont en train de mobiliser, comme on le voit. Très bien. Alors, tendance, il y a à cette liste, on devait ajouter le nom de Garga Amanadji. Bon, peut-être dans une moindre mesure, Maurice Kamto, bon, qui arrive. Alors, si toi, tu dois aller voter maintenant, hein, c'est vrai qu'on sait que tu supportes beaucoup Edith Kabanwala, mais est-ce qu'on ne peut pas espérer qu'il y ait de nouveaux dirigeants qui ramènent la confiance chez les Camerounais pour qu'on ne soit pas découragé par les élections? Les Camerounais sont là découragés, Sam. Je t'ai dit que ce que les gars préfèrent faire maintenant, c'est de boire les bières pour noyer leurs soucis. Mais en tant que femme... Tu ne vas pas les encourager dans ce sens. Je les encourage d'aller voter. Non, il faut aller voter. Pourquoi je dois les encourager d'aller boire? Parce que l'alcool nuit à la santé.
Donc je dis à tous les Camerounais qui se sont là découragés en disant que ah, je vais voter, ça va me donner quoi la langue? Non, ça va donner. Nous ne sait le jour ni l'heure. Parfois, ce qui me plaît au Cameroun, c'est que parfois on attend à la dernière minute, le jour du marché pour aller nourrir la poule. Donc pour tous les citoyens camerounais qui me regardent ce matin, partez voter parce que je serai la première à aller voter. J'ai les trucs à la maison comme ça. J'ai commencé à voter, j'avais quel âge? Ça fait trop 5 ans aujourd'hui que je ne vais pas m'inscrire sur la liste électorale. Donc suivez mon regard. Très bien. Suivez mon exemple. Merci beaucoup. Tendance. Alors, Charles Amel Mbombok a suggéré malgré tout qu'il faut aller aux urnes. Bon, maintenant dans votre chronique, vous semblez vous en inquiéter. Que faire donc dans ces conditions? Sam Sévérin, commencez par procéder à une purge. Il faut une purge complète, systématique et systémique, même de l'ensemble du système. Pourquoi je parle de purge? Sam, depuis des années, nous avons la même rengaine, tricherie, trucage des élections, manque de transparence, d'équité. Purge au niveau de l'État, qu'on dit indépendant, mais qui n'est pas indépendant, parce que contrôlé à 95% par les grosses pontes de ce pays. Donc j'estime qu'à ce niveau, déjà on ne peut pas parler d'une structure qui est dite indépendante, mais qui au fond dépend. Dans l'ombre, elle dépend, mais sur le plan officiel, elle est indépendante. On ne peut pas dire qu'on parle d'élection présidentielle alors que nous avons 475 000 km² qui ne sont pas parcourus par l'ensemble des candidats. Même au pouvoir, ils ne participent pas. Il y a certaines zones où il y a des populations, il faut aller en hélicoptère. Je ne sais pas si le président des partis politiques se retrouve. Puis pourquoi? Parce que nous avons des présidents de soi-disant partis qui vont sortir à la dernière heure, qu'on va valider, on ne sait comment on va valider, c'est peut-être différents partis. Ils vont se retrouver là, ils vont prendre les 30 millions, disparaître, faire des petits encarts, pendant que le plus gros seront réservés, on va s'arranger à laisser tout, à vider, dénuder tous les différents encarts publicitaires de la ville pour l'homme lion, l'homme courage, l'homme force, alors que les autres vont utiliser des affiches. Donc j'estime que si on décide aller aux élections, il faudrait que ce soit les mêmes chances pour tout le monde. Il faudrait que ce soit les mêmes stratégies, peut-être pas les stratégies en termes de profession de foi, mais les mêmes stratégies sur le terrain. Celui qui n'est pas allé dans une zone pour compétir devrait être disqualifié. On doit arrêter les zones de campagne. Donc j'estime quand même qu'à ce niveau, Sam Sévérin, il y a trop de problèmes. Et c'est pour ça que je dis, devons-nous encore aller, parce qu'on a dépensé 3 milliards. Mais ça, c'est le 3 milliards qui est dit en substance. Au fond, combien de milliards sont dépensés? Rappelons-nous pour la présidentielle de 2011, tout venait de la Chine. Tout a été commandé. Il y avait un bureau spécialisé en France. Rien n'a été fait au Cameroun. Comment va vivre le petit Camerounais? Le petit Camerounais a besoin de vivre. Tout organisé, on amène pour venir. Très bien. Ces Camerounais, c'est eux que moi je voulais indexer pour leur manque de citoyenneté. Il faudrait que nos concitoyens, parce qu'aujourd'hui, on parlait seulement de 6,5 millions d'inscrits, donc potentiellement pour un pays quand même qui dépasse la vingtaine de millions d'habitants aujourd'hui. Donc on va sortir par vous en 1 minute. C'est vrai qu'on a écoulé le temps. Bombok, finalement, on fait quoi? Est-ce qu'on peut dire que jusqu'ici au Cameroun, on n'a eu que des parodies d'élections, finalement? Absolument. Vous avez trouvé le mot. C'est les parodies d'élections qu'on a eues. Et nous disons que comme on ne fait pas la politique avec les si, partons avec le constat que le système est verrouillé. Augmentons le nombre d'inscrits sur les listes électorales, protégeons les urnes et on va balayer le système qui est en place, qui a verrouillé tout. Très bien, c'est vrai que Kawala avait déjà trouvé ce slogan, balayons le Cameroun. Bon, on a vu que ça n'avait pas bien marché à l'époque. Bon, alors, 2-3 messages sur le sujet et puis l'invité. Oui, on a ce message de Renaud qui nous dit « Ele Kamseki ». Des créatures du Créateur. Le système électoral est verrouillé et opaque. Nos voix ne suivront pas leur voix normale et à la fin, c'est toujours le Créateur qui gagne. Donc désolé, dit-il, les Camerounais n'y croient plus aux élections et moi non plus. Raison pour laquelle pas d'engouement pour les inscriptions sur les listes électorales. Et ce message également de quelqu'un qui dit les élections au Cameroun sont bizarres. Même chez nous, dans l'arme, on nous oblige de voter. Même chez nous, dans l'armée, dit-il, on nous oblige à voter le président Biya. Donc, ça aurait été bien que ce téléspectateur puisse signer son message. Non, il a l'obligation de le réserve. Il a l'obligation. Ce dernier message qui dit le vote au pays ne sert plus à rien car on connaît déjà le résultat avant le scrutin et même l'opposition n'encourage pas. Encourageons la candidature de Cabral Libi et toute la jeunesse sera derrière lui pour terrasser ce régime qui nous rend la vie difficile. Merci beaucoup. Alors, le téléspectateur qui a écrit sous anonymat, on peut le comprendre par peur de représailles. Et c'est ce qui nous permet de basculer à notre prochain stop, c'est-à-dire notre invité qui vient des milieux du syndicat des médecins du Cameroun, le CIMEC,
pour ne pas le nommer, qui a donc orchestré une série de mouvements de débrayage pour aller revendiquer une amélioration de leurs conditions de travail. Mal leur en a pris puisque la plupart d'entre eux ont on va dire, se sont vus redéployés dans l'arrière-pays dans des conditions assez rocambolesques quand même. Donc on va en parler, mais on va davantage discuter avec notre invité qui est médecin des conditions de travail des médecins aujourd'hui. Donc les systèmes de santé camerounais, on l'accueille donc le docteur Claude Bernard Kamta. Bonjour. Bonjour, Sam. Oui, soulevez le micro. Bonjour. Bonjour, Sam, c'est vrai. Alors, vous êtes vice-président du CIME, mais vous êtes médecin d'abord de quelle spécialité et vous travaillez où jusqu'ici? Je suis médecin neurochirurgien depuis 11 ans et en service à l'hôpital général de Douala et vice-président du CIMEC, syndicat des médecins du Cameroun. C'est vous qui avez été affecté dans l'arrière-pays? Dans l'arrière-pays, en Gaoui, donc le pays, c'est le pays. Voilà. Donc vous devrez y aller alors? En principe, lorsqu'on vous affecte quelque part en tant que fonctionnaire, vous devez y aller, prendre service et prendre vos responsabilités. Mais est-ce que vous allez y aller? C'est ça la question. Ce que nous allons faire comme ça se passe d'habitude. Nous allons nous rendre dans nos points d'affectation. On va prendre service et les responsables qui nous ont affectés là-bas vont porter les conséquences de tout ce qui se passera. Parce qu'après 11 ans, voilà. Oui. Oui. Parce qu'après 11 ans, l'activité est différente de l'activité, n'est-ce pas, de médecins généralistes. Nous ne maîtrisons plus rien dans ce domaine-là. Moi, j'ai fait de la chirurgie du cerveau, de la moelle épinière et des nerfs. Je ne sais pas comment prescrire un antipalustre ou autre chose. Donc, je ne sais pas comment faire des vaccinations. Je ne connais même pas le programme élargi de vaccination. Et puis, je n'ai jamais géré un budget ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un piège un peu, un piège. Après, on va vous dire, ok, faute de, comment on appelle ça, faute On va vous juger incompétent peut-être. Oui, après on va dire faute de, il y a un terme qu'on utilise là pour condamner les gens, faute de gestion, détournement des deniers publics, vous comprenez, et tout ça là. Nous sommes des professionnels de certains domaines bien précis, pointus, et nous y allons. Alors, on va poursuivre, mais je voudrais si la caméra de Carlos Minué peut venir faire un zoom rapidement sur votre brassard où il est écrit « Travail et ferme-la ». Donc, vous êtes venu ce matin avec le brassard noir et il me semble que c'est un mot d'ordre que vous avez adressé comme ça, oui, à tous ceux-là qui doivent se rendre dans les hôpitaux aujourd'hui et faire ce qu'on appelle juste le service minimum. Alors, merci beaucoup à la réalisation. Est-ce que, donc, vous avez la mesure des choses depuis cette matinée, finalement, sur le mot d'ordre que vous avez lancé? Oui, on a la mesure des choses depuis le matin. Déjà, nous voulons dire aux populations que nous travaillons pour les populations, pour nous et pour tout le monde, pour tous les Camerounais. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes un syndicat des médecins. Nous travaillons pour nos populations et nous travaillons aussi pour nous. Et je voudrais dire aussi aux populations que ce débrayage, cette greffe, c'est pour elles. Et les médecins qui se pointeront à l'hôpital ce matin et travailleront de façon normale, sachez que c'est des médecins qui sont en train de vous trahir, Et depuis ce matin, nous avons des informations qui viennent des différentes régions. Par exemple, à l'hôpital régional de Garoua, le directeur a fait une réunion et a proposé de payer les 8 mois d'aéré, n'est-ce pas, de quote-part les 18 000 francs, vous divisez par 8 mois, vous comprenez combien on donne aux médecins, vous comprenez. Donc, et puis, il y a eu des ne seront pas à l'hôpital ce matin et on va les transmettre au ministre pour ce que vous connaissez. Donc, on a dit à nos camarades, n'ayez pas peur. Nous avons pris nos responsabilités, nous, de nous lever par rapport à quelque chose qui est totalement légitime pour le peuple camerounais. Alors, moi j'ai une question. C'est vrai, depuis ce phénomène, on entend bien les spécialités. C'est quoi
un neurochirurgien? Et quel est l'impact que le manque, quel est l'impact que va créer l'absence d'un neurochirurgien dans une ville comme celle de Douala ou peut-être Bamenda? Vous savez, Douala, un neurochirurgien, c'est un chirurgien qui s'occupe, qui opère le cerveau, la moelle épinière et les nerfs. C'est sa spécialité là-bas. Ouais. C'est tout ce qu'il connaît faire. Il ne connaît pas faire autre chose. Donc ça veut dire que son travail, c'est la chirurgie. C'est la chirurgie. Consultation, chirurgie. Chirurgie, c'est tout. Et une ville comme Douala n'a que 4 neurochirurgiens. D'abord, dans le public, 4 neurochirurgiens. Et une ville comme Douala qui a peut-être 4 ou 5 millions d'habitants, vous voyez que le ratio, c'est plus d'1 million, n'est-ce pas, de patients par... Avec tout ce qu'il y a comme accident, des AVC, des tumeurs, des problèmes. Donc, vous avez une pléiade de pathologies. Et déjà, ça fait 11 ans que j'exerce à Douala. J'ai des milliers de patients qui sont tous les jours à l'hôpital et que je suis au quotidien. Et voyez-vous, le fait de nous affecter dans des coins retirés où il n'y a même pas de l'électricité. Donc, vous comprenez que ces affectations sont des affectations qui sont à l'encontre même, n'est-ce pas, du malade. Nous, pour nous, on peut bien aller nous reposer et on ne perdra rien, mais c'est les malades qui sont la condition. Ça veut dire que nous sommes en train de nous battre pour que le système de santé... Vous avez même dit que vous pourriez aller même à l'étranger travailler de ce côté, puisqu'ils sont nombreux les médecins camerounais restés à l'étranger. Il y a 9000 médecins camerounais à l'étranger. Nous sommes moins de 3000 au Cameroun. Donc, le médecin, c'est un technicien. Donc, il n'a pas besoin, n'est-ce pas, il ne peut pas être embrigadé ou il n'a aucune... il n'a pas peur d'être martyrisé par... On va revenir sur ce plat de fer avec le gouvernement, mais une autre question. Tendance d'abord, tu voulais... Oui, Sam, je voulais demander... Docteur, bonjour d'abord. Bonjour, bonjour. Papa, c'est vous qui travaillez sur l'oreille. Quand on dit néonat, c'est vous, néonat, quand on dit néonat là? Non, néonat, c'est la pédiatrie spécialisée sur les bébés de moins de 30 jours, là. Ça, c'est la néonatologie, c'est le nouveau. Et quand le tympan siffle comme ça, ça veut dire qu'il y a quoi dedans, papa? Vous pouvez me conseiller? C'est l'ORL. Et puis ça peut siffler aussi, ça peut dépendre aussi des problèmes cardiaques. Ça peut être une hypertension qui fait siffler, ça peut être un problème ORL. Donc c'est un peu plus spécialisé. Consultez-moi avant de partir, papa, parce que l'oreille s'y siffle. J'ai encore une autre question. C'est vous qu'on a invité à Poli, à 60 km de Gawa, c'est vous? Non, je suis à Ngawi, dans la Damawa, pratiquement à la frontière de Centrafrique. C'est peut-être pour traiter les Centrafricains. Alors, la question que j'avais aussi tendance, c'est comment est-ce que le ministre de la Santé, le Premier ministre, a pu signer une telle affectation, autoriser une telle bévue? Parce qu'on appelle ça une bévue, monsieur Kamda. Mais il semble qu'il y a eu une entourloupe autour de la question. Peut-être qu'il va nous donner les détails, effectivement. Oui. Oui, merci. C'est une question importante. Parce que quand vous lisez la décision de l'affectation, vous ne voyez pas... on a été... c'est une série, n'est-ce pas, d'affectations où on a noyé un peu les responsables des syndicats qui étaient présents à la réunion avec le ministre. Donc, vous voyez qu'on dit là, docteur tel, médecin en service à tel hôpital. Vous comprenez, affecté à tel... Donc, on ne précise pas la spécialité. Donc, médecin généraliste, médecin spécialiste, tout, c'est la même chose. Or, moi, on m'a affecté à l'hôpital général en disant que médecin, docteur tel, médecin spécialiste en neurochirurgie, affecté. Vous voyez. Donc, l'entourloupe, comme on le voit, c'est que le fait d'affecter des médecins spécialistes, parce que cette affectation, c'est une affectation qui a été ciblée et qui a, sur lesquels on a ajouté, on a greffé d'autres médecins pour pouvoir essayer de brouiller les pistes. Les affectations, qu'est-ce qui se passe? On envoie, lorsque vous faites des nominations, c'est comme des nominations, vous comprenez? Lorsque vous faites des nominations, le Premier ministre doit valider. Et lorsque ça arrive au niveau du Premier ministère, il y a une équipe technique qui, n'est-ce pas, essaye, n'est-ce pas, d'analyser la pertinence de ce qui se passe. Ce travail n'a pas été fait alors?
Je pense que ils ont analysé, ils ont vu. Quand vous écrivez Dr Kamta, Guy-Claude Bernard, médecin en service à l'hôpital général, quand ça arrive devant le Premier ministre, il dit que bon, c'est un médecin, c'est peut-être un généraliste, il n'a pas de souci. Mais si le Premier ministre, dans son équipe technique, voyait qu'on avait écrit médecin neurochirurgien affecté au centre médical d'arrondissement d'Engaoui, ça n'allait pas passer. Est-ce que vous n'êtes pas en train de dédouaner le ministre lui-même Et ses collaborateurs aussi. Connaître ces informations. Non, au Premier ministère, puisque les nominations sont d'abord parties là-bas avant d'être validées. Non, mais Sam Sévérin, on ne va pas vous donner une liste d'affectations sans préciser la spécialité des personnes que vous affectez. Et vous validez quoi? Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, j'explique tout simplement les faits, ce que je vois, c'est que les spécialistes, les cas spécialistes qui ont été affectés, n'est-ce pas, dans un système, n'est-ce pas, un peu cachotier là, on n'a pas précisé quoi que ce soit. Très bien, on va laisser de côté ce conflit. Bon, je rappelle que Jean-Marc Bikoko, qui prenait part à une conférence de presse donnée hier par votre président, a demandé, vous le savez bien, a demandé la démission du ministre de la Santé publique donc pour incompétence, et que à cet effet, votre président a également été interdit de participer à une émission de télévision qui devait se dérouler hier soir à Yaoundé, et que vous êtes bien plus heureux ce matin parce que nous avons l'occasion de vous accueillir. On va peut-être rentrer dans les revendications essentielles qui sont posées depuis le début par les médecins. Absolument, c'est là où je loue d'ailleurs leur sens de patriotisme, Sam. Il faut dire les choses comme ça. Ils sont le tiers des médecins camerounais qui travaillent au pays. Les 2 tiers sont à l'étranger. Déjà, c'est un bon acte, il faut l'apprécier. L'autre chose, là où je les apprécie, et il va nous expliquer tout à l'heure, nous avons remarqué que dans leurs revendications, ne se sont pas limités aux revendications, je dirais, corporatistes pour leur bien-être social. Ils ont pensé aux populations que, là, l'expression est de moi, que le gouvernement est en train de mettre un plan d'assassinat global. Parce que là, c'est un crime contre l'humanité qui se produit là. Mais maintenant, en parlant de l'assurance maladie universelle, oui, je voudrais que le médecin, le vice-président qui est là, nous explique un peu comment lui, il pense que les populations camerounaises peuvent avoir accès à la santé dans votre syndicat. Je dois rappeler que vous avez fait cette proposition depuis 2016, le 2 août exactement, proposition du CIMEC donc sur la mise en place d'une assurance maladie universelle. Et depuis 2016, qu'est-ce qui a été fait? Depuis 2016, on a fait des propositions par rapport à cette assurance maladie. On a donné des voies, n'est-ce pas, qui peuvent être empruntées pour pouvoir mettre en place ce système. Sur le plan de l'organisation, sur le plan du financement. Et on a expliqué les bienfaits, n'est-ce pas, de cette assurance. Et c'est depuis 2016, depuis août 2016, le 2 août 2016, nous avons balancé tous ces documents dans tous les ministères. On a rencontré, on a été au Premier ministre, au ministère, on a rencontré des hauts cadres du Premier ministère, on a été au ministère du Travail, on a été au ministère on a été à l'Assemblée nationale, on a rencontré le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. Donc nous avons parcouru tous le ministre de la Santé avait reçu ces documents, mais il n'a jamais accepté de nous recevoir. Parce que vous avez un problème de légitimité avec le ministère, hein, parce qu'on ne vous reconnaît pas. Non, mais Sam, si vous permettez, lorsque le président de la République crée, c'est-à-dire veut qu'on passe du système de la sécurité, de la prévention sociale à la sécurité sociale, c'est lui le président qui a créé le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Et dans l'ordonnancement, dans ce qui constitue ce ministre, il est indiqué ce plan-là. C'est pour ça que moi, je voudrais que le médecin nous explique comment vous pensez que nous qui n'avons pas assez d'argent, nous pouvons quand même nous soigner. Voilà. Vous devez savoir que l'État est garant de notre santé. C'est l'État d'abord. Et l'assurance maladie que nous voulons mettre en place, que l'État doit mettre en place, c'est un rêve du chef de l'État d'abord. Je ne sais pas pourquoi, depuis plus de 20 ans, il ne s'est pas aperçu que rien n'est fait. L'assurance maladie, c'est d'abord un problème de solidarité nationale. Il y a des modes de financement. Vous avez des modes de financement qui sont très très clairs. Il y a premièrement les personnes salariées. Il y a ensuite
des taxes sur certains produits, n'est-ce pas, qui ont un impact négatif sur la comme santé. la cigarette, Comme la cigarette, le tabac, les hydrocarbures, la téléphonie, donc tous les routes, nos voies qui sont assez accidentogènes par rapport au péage et tout. On a une floraison, n'est-ce pas, de voies dans l'entrée. Et ensuite, nous avons les partenaires au développement qui donnent énormément d'argent dans la santé. Vous allez voir au ministère de la Santé, vous allez voir les grosses voitures, là, et vous comprenez où ça va. Et ensuite, nous avons l'État. Nous avons signé en 2001 à Abuja, une convention qui disait que les budgets, 15% des budgets de l'État doivent être alloués à la santé. Absolument. Et depuis 2001, beaucoup de pays africains l'ont déjà fait, et au Cameroun, nous sommes à moins de 5%. Et vous avez entendu le ministre dernièrement, la santé au Cameroun est pratiquement gérée par les ménages. Il a parlé de 700 quelque chose de milliards dépensés cette année et pratiquement 500 milliards dépensés par les ménages. Donc ce qui prouve que les ménages, les populations sont capables de pouvoir participer au financement de la santé. Par rapport, comme je vous ai dit, les travailleurs, si on demande à un travailleur, on enlève 2 ou 5% dans ton salaire pour assurer, n'est-ce pas, la santé de tous et pour toi et tout, je ne pense pas que les gens seraient réfractaires. Si on dit, par exemple, aux gens qui font, c'est-à-dire qu'au travail informel, on dit, ok, voilà, par rapport à tes revenus imposables, tout ça là, tu donnes peut-être 2 000 ou 10 000 francs par mois ou 5 000. Je ne vois pas quel est le Camerounais qui pourrait refuser. Et ensuite, vous avez, si on dit qu'on ajoute 100 francs sur une bière, je ne vois pas le Camerounais qui va refuser d'ajouter 100 francs sur une bière qui va peut-être le rendre malade déjà dans 10 ans. Voilà. On ajoute prendre le sachet. Les 500 francs, la bière qui coûte 500 francs dans certains bars, qui coûte 5 000 francs dans d'autres. Donc, il n'y a pas de souci de le faire. Si on dit 10 000 francs par cigarette, je ne vois pas le souci. Si on dit au niveau du péage, vous avez les redevances CRTV. Elles servent à quoi? Vous avez les redevances, n'est-ce pas, du crédit foncier. Quel est le Camerounais qui bénéficie de tout ça? Tous ces voies de financement sont possibles dans ce pays. Et on a fait une simulation qu'on a remis aux responsables de l'État. Et je vais vous dire, la présentation du ministre dernièrement avec ses deux collègues, c'était pratiquement ce que nous avons proposé. Donc c'était pratiquement ça. Donc nous ne comprenons pas pourquoi le ministre s'entête, n'est-ce pas, à ne pas nous faire confiance et ne pas nous se mettre Charles Amel, alors, oui, ton nom. Donc, oui, maman. vous quittez quand? Nous avons 15 jours pour pouvoir quitter. Nous arrangerons à partir, n'est-ce pas, dans les délais, n'est-ce pas, de la loi. C'est-à-dire que nous allons respecter la loi, parce que nous sommes au Cameroun, nous respectons la loi. Nous ne sommes pas hors la loi. Nous allons aller, n'est-ce pas, prendre nos services, n'est-ce pas, conformément, n'est-ce pas, à la loi. Est-ce que vous ne pouvez pas dire au ministre que nous on ne part pas assez loin? Vous connaissez, le ministre n'est pas la loi. Le ministre n'est pas le Camerounais, c'est un individu. Qu'il soit là ou pas là, même un autre ministre, s'il vient avoir le même truc, nous respectons les règles et les lois de ce pays. C'est tout simplement ça. Ah, okay. Si le ministre a fauté, c'est lui qui répondra devant les Camerounais. Nous allons faire ce que nous avons à faire et le ministre répondra de ce qu'il répondra. Ok, pour revenir quand même sur la question de votre reconnaissance, vous n'avez pas encore réglé le problème finalement? Je vous dis jusqu'aujourd'hui. Vous avez entendu le ministre samedi, est-ce qu'il a parlé d'illégalité ou de pas d'illégalité? Nous avons rencontré le ministre, on en a discuté. Vous comprenez, nous parlons d'un problème réel de la santé, mais le ministre entre dans la politique ou dans le droit. Est-ce qu'il faut être légal ou illégal pour parler de santé? Mais nous disons, nous savons ce pays, nous sommes des intellectuels, on est plus de 1000 dans d'autres trucs. En lançant ce syndicat, on connaissait les écueils et autres choses. Donc on s'est préparé en conséquence. On a parmi nous les personnes qui sont dans le syndicat, des syndicalistes depuis des trentaines, des cinquantaines d'années, qui nous donnent des conseils. On a des hommes de droit, des juristes et autres choses qui nous donnent des conseils. Nous travaillons sur la santé. Et justement, santé, en dehors de l'assurance maladie universelle, il y a quelle autre revendication essentielle que vous avez? Voilà les autres revendications qui sont, deuxièmement, il y a la révalorisation salariale. Voyez-vous, quelqu'un qui fait 12, 13, 15 ans, n'est-ce pas, après le baccalauréat, se retrouve avec 105 000 francs par mois de salaire. Moi, je veux vous dire, quand je suis sorti du CUS
Et ça a un impact sur votre qualité de travail. Je vais vous expliquer. Moi, quand je suis sorti du CUS, j'ai gagné 80. J'avais une bourse déjà de 50 000 francs. Mais quand je suis sorti, j'étais à 80 000 francs de salaire en tant que médecin. Aujourd'hui, il y a des médecins spécialistes qui gagnent 105 000 francs le mois. Moi, je n'ai pas plus de 200 000 francs. Après 11 ans, n'est-ce pas, de neurologue, chirurgien de votre état. Vous comprenez? Donc, ça a un impact. Vous avez quelques petits autres avantages en clientèle privée, par exemple? Je vais vous expliquer. On suivi. Je vais vous expliquer. Comme on le dit, le médecin camerounais, en réalité, vous avez des médecins qui sont dans la ville de Douala, qui ne sont pas capables de gagner 50 000 francs par mois. Les médecins vivent dans les chambres d'étudiants. Nous formons des médecins et ils sortent chaque année. On a des médecins qui, depuis 3 ans, ne sont pas sortis de leur chambre d'étudiants parce qu'ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de matricule, ils n'ont rien du tout. Et ces médecins, je vais vous dire, 105 000 francs. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec 105 000 francs dans la ville de Douala? Et quand vous dites qu'il y a des avantages dehors, c'est un technicien, mais il y a tellement de formations, on a formé tellement de médecins au Cameroun qu'on les balance dans des zones reculées sans salaire. Tous ces médecins reviennent en ville. Quand vous arrivez même dans ces zones-là, le sous-préfet vous dit, vous partez où? Tout le monde revient dans Douala. Et ce qui fait que il y a la demande, n'est-ce pas, de médecins généralistes et tout ça, avec les infirmiers qui sont à gauche à droite, vous vous rendez compte que les médecins sont des chômeurs au Cameroun. Si vous enquêtez, vous allez voir qu'il y a des chômeurs médecins à Douala. Il y a des médecins qui ont moins de 50 000 francs de revenus à Douala par mois. Et je vous le dis, et tous les jours nous avons des coups de fil des médecins qui nous disent, grand frère, essayez de nous aider. Trouvez-nous dans un centre n'importe où je peux faire une garde à 2000 francs. 2000 francs, une garde. C'est quand même assez incompréhensible parce que on sait que c'est un métier assez prisé aujourd'hui. Et là, on ne parle pas du plateau technique. Comment vous jugez le plateau technique dans les centres hospitaliers du pays? Je vais vous dire. Le plus que vous a formé même. Je vais vous dire, quand on nous affecte dans ces zones-là, moi, en tant que Camerounais, qui maîtrise, qui connaît, j'ai pitié des patients. Parce que, voyez-vous, quand on dit hôpital de première catégorie, vous avez un hôpital. Pourquoi aujourd'hui on réhabilite des hôpitaux à des milliards? L'hôpital général actuellement est là. On est en train de casser tous les carreaux, casser tout pour refaire les trucs. Il y a des jours où on manque même une seringue. Vous comprenez? À l'hôpital je travaille avec mon propre matériel de fois. Je porte mon matériel pour aller travailler. Parce que si vous voulez opérer, vous allez faire une intervention de pointue. Si vous n'avez pas tous les éléments pour vous le faire, vous allez tuer les patients. Et c'est vous qui avez la réputation qui plonge. Donc on est obligé d'apporter nous-mêmes nos matériels. Ce qui fait que le problème, c'est que les directeurs des hôpitaux n'ont pas la main libre pour pouvoir financer certaines choses. L'hôpital général, par exemple, de Douala, le directeur ne peut pas financer quelque chose de plus de 5 millions. Ça veut dire que si le scanner tombe en panne, il est obligé d'attendre que Yaoundé donne une décision de quoi que ce soit. Et justement, dans votre secteur, il y a une machine qui est en panne depuis près de 6 mois qui permet de faire l'ECG. Ouais. Je crois que c'est ça. Oui. Qui en principe coûte à l'hôpital général 12 500, mais les patients se retrouvent en train de faire ça en privé à 60 000. Les coqueurs, c'est pour la cardiologie. Oui, l'électroencéphalogramme. L'électroencéphalogramme, merci. Il y a l'électroencéphalogramme, l'électromyogramme. Ça tombe en panne. Et ça tombe en panne, et ça reste comme ça, parce que le directeur n'a pas les franchis courtes pour pouvoir faire... Mais pourquoi vous n'avez pas dénoncé ça depuis, monsieur? Parce que nous, à notre niveau, la population camerounaise est tout le temps en train de rejeter la faute sur les médecins. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en a dit assez. Parce que, vous voyez, tous ces décès, même les médecins, je vous dis aujourd'hui, si vous me dites, si je tombe malade, mon collègue me dit, fais une IRM. Je suis capable d'aller voir le marabout du quartier pour dire qu'il essaie de me trouver une solution. On dit qu'on prend les trucs naturopathie et tout ça là pour pouvoir... Parce qu'il y a des médecins qui font des choses extrêmes pour eux parce qu'ils ne sont pas capables de payer les soins. Les médecins payent les médicaments de la rue pour boire parce qu'ils ne sont pas capables ou pour nourrir, pour traiter leurs enfants. Ils sont obligés d'avoir les échantillons. Mais est-ce que vous vous rendez compte que ce que vous dites est suffisamment grave et que cela entache la responsabilité de l'homme qu'on a mis comme ministre, qu'on a nommé comme ministre de la Santé? Vous avez parlé de tous ces véhicules qui envoient, et moi je me suis posé la question, je suis passé devant le ministère un jour, j'ai vu une pléiade de grosses cylindres, je me suis demandé où est-ce que ça va, mais tous ces fonds donc, qui sont alloués par les ONG, qui sont alloués par ça va où donc finalement ces fonds? Vous avez dit?
Allez au ministère, vous allez voir. Et ça va où? Puisque on a tous les secteurs qui sont problèmes. Ceux qui souffrent d'hémodialyse, ils ne parviennent pas à subir. Ceux qui ont le VIH-Sida ne parviennent pas à avoir les antirétroviraux. Ceux qui ont le cancer. Je vais vous expliquer. Ce n'est pas un secret de truc. Je peux vous expliquer. Dans certains hôpitaux, vous comprenez? Je vais dénoncer des choses. Dans certains hôpitaux, on a 3 minutes pour si vous entrez en réanimation, vous faites une semaine là-bas, vous allez payer énormément cher. Et si à la fin on se rend compte que ça ne passe pas, un autre malade arrive et on va vous débrancher, on met notre... Ça c'est plus grave encore. C'est pour ça que nous ne voulons plus être des boucs émissaires. Nous ne voulons plus que les populations pensent que nous sommes les responsables. Aucun médecin n'est content de voir son malade. Aujourd'hui, on débranche pour tuer, finalement, les malades. C'est des pratiques qui sont possibles, qui se font par rapport... C'est-à-dire qu'on nous pousse à l'euthanasie. Un choix, on demande de faire des choix. C'est-à-dire qu'on vous dit ici, ce patient, il est indigent, on stoppe les soins. Vous débranchez, vous avez la responsabilité de débrancher quelqu'un qui a peut-être la possibilité d'être... Il y a un sondage. Est-ce que vous avez suffisamment dénoncé ça? Parce que si vous avez gardé le silence jusqu'ici, vous avez été complice de cette forme de... C'est pour ça que nous sommes en train de payer le prix, là. On a dit, stop, nous préférons être tués par l'État que d'être tués par nos malades. On a fait un sondage dernièrement, nous, qui montrait que chaque médecin, dans le cours de sa journée, son mois, pouvait recenser le nombre de malades qui seraient morts, n'est-ce pas, de façon, dans des situations où on pouvait éviter. Et on a recensé que ça serait 10 000 par an. Donc il y a 10 000 Camerounais, qu'on aurait pu éviter de mourir gratuit. 10 000 Camerounais sur lesquels on pourrait éviter. Dernière question, monsieur. Est-ce que le mal de, dites-le très sincèrement en regardant la caméra, le mal du système de santé camerounais aujourd'hui est dû au fait qu'à la tête du ministère de la Santé se trouve un polytechnicien, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas la compétence, la connaissance du domaine. Moi, je pense que ce n'est pas un problème d'homme. C'est un problème de système. Et c'est un problème, on s'entoure souvent de conseillers qui n'ont rien à voir comme conseillers. C'est souvent des copains. C'est souvent des gens qui sont nommés de cette manière. Donc c'est un problème d'hommes. Regardez un peu l'homme qui font partie du système. Regardez un peu la manière dont le ministre, il ne respecte pas l'organigramme du ministère de la Santé, il ne respecte pas la loi. Il affecte un médecin qui quitte d'un niveau de catégorie 1 à un niveau le plus bas possible. Et ça veut dire qu'on m'a fait un Gaoui. Ça veut dire que les patients qui viennent de l'extrême nord, du nord et de Ngaoundéré, partiront des hôpitaux régionaux pour venir me voir dans l'hôpital, dans le centre médical d'avancement. Ça, c'est un circuit qui n'est pas possible. Et qui est incarné par un homme qui est à la tête du département, il faut bien le dire, parce que ce ne sont pas ses collaborateurs qui signent les documents. Il a la jugeote. Merci, docteur Claude Bernard Kamta, d'avoir été là pour nous parler du système de santé camerounais. En ce début de semaine, on prend la suite. Voilà, merci au général Valsero. On poursuit ce programme avec quelques autres messages avant la revue des réseaux sociaux. Et ce message qui nous vient de Steph, qui justement nous a écrit, qui dit: le ministre Mama Fouda veut tuer les Camerounais, mais qu'il sache que son sort est scellé par la santé des Camerounais. Et il dit: la colère de Dieu viendra s'abattre sur ce ministre-là qui ne veut absolument rien faire pour le peuple camerounais dont il a la responsabilité. À sa suite également ce message de quelqu'un qui dit: j'aimerais dire que la médecine au Cameroun est déjà corrompue, puisque je prends pour exemple le cas de la Cantini qui a laissé mourir une femme enceinte à cause du manque d'argent, qui est ce qui en soi constitue un acte méchant. Et c'est Rodrigue qui nous a fait le message depuis la ville de Konsamba. À la suite de Rodrigue, il y a également ce message de quelqu'un qui nous dit: les ministres directeurs ne veulent plus travailler, mais le président les a pris en otage, dit-il. Il faut en finir avec eux quand ils tombent malades. Non, ça c'est un peu excessif ce message. On va prendre un autre. C'est quelqu'un qui dit: j'ai entendu sur Merci Chip qui nous soigne gratuitement au Cameroun. Certains disent qu'ils veulent tester leurs médicaments. Quel est votre avis? D'accord, on en parlera certainement dans les prochains jours. Et ce message également de Brice qui nous écrit depuis Yaoundé, qui dit voilà comment le pays est géré. Les médecins qui s'efforcent d'exercer sont marginalisés, comme les enseignants, parce que ceux qui nous gouvernent
préfèrent les évacuations sanitaires qui coûtent cher aux contribuables camerounais. Ils préfèrent également envoyer leurs enfants étudier en Europe et en étranger. Et ils nous parlent d'émergence, mais sur quel plan de la santé, conclut-il finalement? Et Brice qui nous a écrit depuis Yaoundé. À la suite de Brice, on va prendre un autre message également, peut-être dans le même ordre d'idée. C'est quelqu'un qui dit, est-ce que le docteur peut prescrire à celui qui souffre? Ah non, non, c'était pas un message de consultation, désolé. Et enfin, ce message de quelqu'un qui dit l'état actuel, en l'état actuel, le ministre de la Santé fait du dilatoire en parlant de la sécurité. Il y a des préalables qu'il se devait d'abord de relever. Et c'est Medjo qui précise, il est ancien gestionnaire de la mutuelle, d'une mutuelle dans une société brassicole de la place, dont c'est lui qui nous écrit depuis la ville de Bafoussam. Voilà, c'est vrai qu'il va falloir bien faire remarquer ici que l'ensemble des médecins des hôpitaux publics du Cameroun ne sont pas totalement concernés, Charles Armel, parce qu'il semble qu'il y en a qui ne se sentent pas membres de ce CIMEC-là et peut-être que ne vont pas prendre part à ce mot d'ordre-là, mais il faut aussi peut-être relever le rôle et l'action de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Alors, depuis longtemps, on a conclu, hein, on avait résolu que l'Ordre national des médecins du Cameroun avait échoué. Il faut repenser l'ordre. C'est vrai qu'on va cogner sur les doigts lorsqu'on le dit, mais le constat est là. L'échec est là et c'est lamentable. Je crois qu'avec le dire du docteur Kamta que nous avons reçu, nous sommes suffisamment renseignés. Je crois que les téléspectateurs qui regardent cette émission sont suffisamment renseignés sur l'état de pourrissement qui sévit dans notre système sanitaire au Cameroun. Ça ne va pas. On masque à travers des beaux discours, on dit tout un temps, mais les budgets sont votés, les bailleurs de fonds aident, les ONG, tout ça, ça va où, Sam Severango? C'est des gens qui détournent de raison, je vous l'ai dit, pour des raisons, comment on va dire, des raisons occultes, permettez-moi cette expression désormais, des raisons occultes. Vous avez un ministre qui est là, ça ne va pas, l'hôpital à Kentini, ça ne va pas ceci. On enlève ici, on tourne, on enlève l'ombre. Le plateau technique, ça ne donne pas. Les médicaments, ça ne... Finalement, qu'est-ce qu'on veut, Sam Severin? Ils veulent voir tous les Camerounais morts. Ils vont diriger les morts dans ce pays, mais qu'ils arrêtent un peu ce désordre. La déclaration la plus grave qu'il a faite ce matin, je ne sais pas si, moi j'avais du frisson de nous apprendre que des malades sont généralement débranchés en réanimation sur des ordres qui leur sont donnés, parce qu'on présume qu'ils sont indigents, donc ils sont condamnés à la mort. Il y a une publicité qui passe tout le temps sur les ondes de la télévision étrangères, où vous voyez un individu qui va, il y a une femme qui est couchée sur un hôpital, il se met à danser, il nettoie la salle, et puis après avec le balai, sans se rendre compte, il débranche. Il débranche son Sévérin. Alors, revoyez cette scène, ça passe tout le temps, revoyez cette scène et vous imaginez quelqu'un qui est étalé sur le lit, qu'on peut sauver, qu'on doit obligatoirement sauver, et que parce qu'il n'a pas d'argent, parce qu'il est indigent, on demande de le débrancher. À qui demande-t-on de le débrancher? Quelle est la force que cet individu a pour prendre ses 5 doigts, tendre et débrancher cet individu ou appuyer le bouton qui va mettre à 10 000 personnes qui meurent comme ça. 10 000 personnes qu'on aurait pu sauver. C'est insuffisant, Sam Severin. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je veux dire, monsieur Mamafouda, démissionnez. Démissionnez de votre poste, laissez quelqu'un d'autre gérer cela. Ce qui m'énerve, c'est que parfois tu peux à des moments dire ce type de vérité. Si tu dans les hôpitaux privés pour faire le scanner, ça sort flou. Pourquoi ça doit sortir flou? Pourtant tu dépenses. Est-ce que tu allais faire le avec pour faire ton scanner? Non. Tu n'as pas fait ton scanner, l'échographie, même on ne voit pas bien. L'échographie qui ne coûte même pas trop cher, c'est seulement 10 000 francs, ça ne donne pas. Pendant que tu fuis même le public pour aller au privé, pendant que tu fuis le privé, pour aller au public, disant qu'au public, on travaille avec le cœur, on nous déçoit, on va le faire comment? Alors, bon, rapidement pour sortir de ce sujet, l'invité a dit le problème, ce n'est pas Mamafouda en tant qu'individu, c'est le système. Parce que Charles Amel demande sa démission comme Jean-Marc Bikoko, mais apparemment, ce n'est pas forcément lui le problème. Ce n'est pas forcément lui. Lorsque la dernière baisse des salaires des fonctionnaires en 1994, en 1995, les médecins avaient fait ce constat. C'est pour vous dire, et ils le font tous les ans, y compris l'ordre des médecins. Mais l'ordre des médecins n'a pas de police. Le premier responsable, c'est le président Biya. Moi, je vous dis, j'ai conduit, je n'étais pas au palais, mais j'ai été parmi les gens qui ont accueilli une délégation de médecins camerounais qui venaient d'Allemagne. Et ils voulaient construire un hôpital de référents dans chaque chef-lieu de région. À la présidente de la République, là, je ne vous dirai pas qui, on a dit, ma part dedans, c'est combien? Et effectivement, y compris les Allemands sont restés. Maintenant, comment ils gagnent de l'argent? C'est pas le programme élargi de vaccination, programme de paludisme, programme. Même GTZ. Lutte contre le sida. Voilà, même GTZ, le partenaire allemand, s'est offusqué. GTZ a voulu
développer la santé communautaire ici. Ça a été saboté par le gouvernement. Il n'y a eu que, je pense, en Banga, il y a la cité des palmiers. Tout ça parce qu'ils veulent nous protéger l'improtégeable. Vraiment, c'est bon, on n'arrête pas ça. La suite, c'est les réseaux sociaux avec vous, Madame Maquette. Oui, on va commencer donc très tôt ce matin par mettre la colère de côté pour appeler finalement à la joie. Avec cette première information, très tôt ce matin, on va dire les locaux d'Equinox Télévision ont été assiégés, peut-être par une meute, hein, je ne sais pas si c'est la bonne expression que je vais employer, mais vous allez voir les images tout à l'heure et puis juger de vous-même, par des Camerounais qui ont entendu parler Cabral Libye à la radio très tôt ce matin, parce que oui, il a fait le déplacement de Yaoundé, il était en direct à la radio Equinox le matin pour faire sa chronique en direct. Et pendant même, encore même qu'il était à la radio, on a vu des personnes qui avaient déjà pris le rez-de-chaussée de l'immeuble Equinox, comme vous pouvez le voir sur les images, des personnes qui sont montées jusqu'à la radio finalement, bravant le système de sécurité qui est pourtant mis en place, bravant les différentes escales du système de sécurité pour arriver jusqu'au siège de la radio, même à Tanzo Cabral Libye. Et puis finalement, il était obligé de faire une sortie, comme vous pouvez le voir là, avec André Blaise Sama qui a déployé tout son matériel et les populations qui n'arrêtaient pas de scander Cabral, Cabral, Cabral. Il a bien fallu qu'il prenne le micro à un moment pour s'exprimer, pour qu'enfin la population de Douala qui a commencé à se mobiliser dès l'annonce même de sa participation dans ce mouvement de la politique, pour que cette population-là puisse finalement comprendre que oui, il était effectivement sérieux quand il annonçait cela et qu'il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Alors, il faut dire que ces images, peut-être c'était quand la chose s'était même déjà un peu décantée, calmée, il y avait bien plus de monde. C'est des images que nous avons captées en plein avant d'entrer dans ce studio, effectivement. Donc, il y a bien d'autres photos qu'on aimerait avoir de la réalité qui a été celle de ce Camerounais qui est arrivé parmi nous ce jour. Tendance, quand tu montais les escaliers, bon... Je l'ai vu parce qu'il a dit tendance. J'ai dit, donc il me connaît. Je suis connu à ça. Je me sous-estimais, hein, Minoué. Quand je suis monté, je l'ai vu aux escaliers, non. N'est-ce pas, il courait, il dit tendance. Mais je suis tourné, j'ai vu que c'est lui, non. Il dit qu'on se filme après. On va prendre les selfies, je vais mettre sur Facebook. Et je sais qu'en mettant sur Facebook, il y a les filles qui vont aller tomber au fourri. J'ai au moins 4 personnes. Je sais pourquoi ils disent ça, Diara ne rit pas. Non, mais il est marié, Cabral. Non, quand il parle des photos, ça veut dire que je me filme avec lui. Pour les filles qui font le concours sur mon nom chaque fois, est-ce qu'elle le connaît, est-ce qu'elle le connaît? Lui et moi, on se connaît alors. Lui-même, il me connaît bien. Comment? L'officier président. Alors, Bombok Bengan, on sent quelque chose qui monte parce que les auditeurs, enfin ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement, sont nombreux, des milliers qui se sentent concernés par l'effet Cabral Libye aujourd'hui, voulant le pousser à y aller, même si il l'a déjà dit, il est en pleine préparation de son projet de société qui sera rendu public dans les prochains jours. Il ne peut plus reculer. Mais d'abord, il demande à ce que les Camerounais eux-mêmes s'approprient leur propre destin. Absolument. Comme nous avons tous un soif de changement, il faudrait bien qu'on y travaille pour ce changement-là. Je le redis, le pouvoir en place a toujours l'habitude de frotter avec 5 millions d'inscrits. Aujourd'hui, nous sommes à 6 millions et demi. Il faut donc qu'on porte la masse critique dans les 8, 10 millions et même 11 millions pour que là, dans les 57 850 bureaux de vote du pays, nous qui allons soutenir Cabral, nous puissions protéger nos votes. Alors, vous l'avez déjà choisi, vous allez le soutenir. De toutes les manières, Cabral ne va plus reculer. Et il le soutient, y compris de moi, Bombok. Donc, mon fils, je vais le soutenir et il ne va pas reculer, il ira jusqu'au bout. Vous avez dit tout à l'heure le visage, effectivement, vous avez vu. Parce que Hollande lui-même était obligé, même Sarkozy, face à la poussée de la République en marche, depuis on dit, oui, on peut bien avoir, on a des projets. Même les Juppés ont dit, mais attendez, puisqu'on parle de la France, aujourd'hui où il y a une fracture sociale, pourquoi ne pas essayer Macron? Aujourd'hui, c'est pour cette raison que c'est divisé en France. Tout le monde, de droite comme de gauche, on veut se rallier à ce Macron-là, exactement comme le général de Gaulle en mai 58. De la même manière que Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Donc, en fait, nous avons Laurent Gbagbo qu'on a mis là où on a mis. Nous avons notre Cabral Libye qui va fédérer tous ceux qui sont pour Sankara, ceux qui sont pour Mandela, pour Laurent Gbagbo, pour les Oumnobe et les Ateba Yéné ici, autour de Cabral, qui ont le soutien qu'on Merci. On sort avec vous, cher Larmel, sur
l'effet Macron qui peut se transposer au Cameroun, même si beaucoup restent sceptiques, parce que mutatis mutandis, comme le disent les juristes, toute chose ne se valant pas par ailleurs, on n'est pas tout à fait sûr que ça peut avoir le même effet. Mais tout de même, il y a quelque chose qu'il est en train de cristalliser. Sam Sévérin, je veux m'interroger, Père Bessouffré, que je m'interroge. Allez-y. Déjà, la première, est-ce que nous sommes sûrs, nous sommes sûrs qu'il y aura élection en 2018? Première question. Bonne question. Est-ce que nous sommes sûrs? Nous pouvons être en train de nous agiter, c'est un coup d'épée dans l'eau, à la dernière minute, on reporte des élections. Alors, ça, on connaît les stratégies. Est-ce que là, à ce moment, Cabral n'est peut-être pas en train de s'agiter? Autre question, parce que nous sommes 11. Ici, nous avons 11, donc 2 nouveaux. Mais là, c'est pas lui qui... je ne l'ai pas dit. Je m'interroge. Je peux me souffrir que je m'interroge. Alors, jusqu'à ce moment, je ne dis pas que ce qu'il fait n'est pas bon. Je ne dis pas que ce que Cabral, lui, l'engagement qu'il veut faire n'est pas citoyen. Non, que non. Mais je suis en train de dire... C'est encore un projet. C'est ça que je dis. Il faudrait que tous les chats qui veulent être gris commencent à sortir. Il faut qu'on sache pour que le peuple, pour que la population puisse savoir ou prendre les bonnes décisions. Ça, c'est le problème. C'est-à-dire quoi? Vous voulez dire quoi? Que tous les chats soient... Quand je parle tous les chats qui veulent devenir gris, qui aspirent à étudier, tous ceux qui aspirent à remplacer le monsieur qui a étudié, que tout cela commence déjà à se prononcer, parce qu'il ne faut pas attendre la dernière minute et mettre le peuple en embarras. Ça, c'est le premier point. Lui, il a fait son choix. Les gens sont en train d'entrer, parce qu'il y a la vision Macron, il y a le projet, le rêve, la jeunesse veut rêver, et c'est 75% aujourd'hui. Nous aspirons, nous, à un changement, et si c'est par lui que le changement va arriver, eh bien, nous serons derrière lui pour que ce changement arrive. Kedjara, vous l'avez côtoyé ce matin longuement. Est-ce que vous avez pu percevoir un changement? Est-ce qu'il y a un Cabral nouveau dans sa stature, dans sa nouvelle dimension aujourd'hui, qui peut faire qu'il soit effectivement, comme on peut le penser, l'homme de la situation, par exemple? Alors, ce que je vais dire n'engage que moi, Sam Sévérin, parce que vous avez demandé mon avis. On travaille avec Cabral depuis le début de la matinale intelligente sur la radio Equinox, et Dieu seul sait que tous nos échanges étaient pour la plupart du temps téléphoniques. On a eu l'occasion de le voir à Yaoundé lors de promotes, mais on s'est passé comme ça. Donc, de voir Cabral ce matin, d'entendre Cabral parler, de l'écouter, de comprendre ce qu'il dit, ça a provoqué quelque chose en moi. Je veux dire, pendant qu'il parlait, tout comme Vous êtes tombé en pamoison. Non, je n'irai pas jusqu'à ce point. Je veux dire que je me reconnaissais en tant que Camerounaise dans chacune de ses paroles. Je buvais les paroles de Cabral Libya. À un moment, j'ai eu des frissons. Et c'est le genre de choses qui vous arrivent seulement quand vous avez l'impression d'avoir mis la main sur la perle rare. C'est le genre de choses qui ne m'arrivent pas moi, personnellement, tout le temps. Donc, pour dire finalement que si moi, Kedia, qui suis supposée être plus critique, qui suis supposée être plus raisonnable que la plupart des personnes qui peut-être nous écoutent n'ont pas eu la chance d'accéder au même type d'informations que moi, si moi j'arrive à ce niveau avec Cabral Libye, laissez-moi vous dire que les auditeurs qui nous ont appelés euphoriques, à un moment je me suis demandé, non mais Cabral il a ses propres groupies, les auditeurs qui sont arrivés, qui ont grimpé les escaliers d'Equinox Radio, à un moment il a fallu qu'on sorte tous pour essayer de les contenir, mais c'est pour vous dire que si il a cet effet sur nous, qui sommes ses collaborateurs, imaginez les Camerounais qui l'écoutent et qui cherchent effectivement, parce que dans les couloirs, ça allait dans tous les sens, effectivement, ça veut dire aujourd'hui, même nous qui travaillons avec lui, on se sent comme frappé, touché par quelque chose qui passe. Désormais, je vous garantis, je peux faire le même témoignage parce que quand il rentre en studio, ce n'est plus le même bonhomme. C'est-à-dire, on sent comme s'il y a une magie, quelque chose qui se produit, y compris jusqu'à notre hiérarchie, je crois. C'est quelque chose d'assez encouragé. Bon, on va voir les choses aller. Et il nous l'a témoigné lui-même, il reconnaît que nous avons déclenché cela sans y avoir été préparé. Donc en réalité, c'est ça. Donc c'est le charme et la séduction d'Emmanuel Macron parce qu'il faut séduire quand on est un homme politique. Si vous permettez, c'est pas seulement pour l'interrogation de Charles Hamel. 1984, Paul Biya a précipité l'élection présidentielle. Au lieu de 85, là organisé en 84, nous sommes prêts avec Cabral Libye. Qui reporte ça en 2019 ou 2020, nous sommes prêts avec Cabral Libye. En 2018, on est interrogé. Très bien. La suite, merci beaucoup pour vos voilà. Donc, connaissant ce pays, c'est une interrogation. Oui, il n'y aura pas d'élection. Alors, la suite, puisqu'on a fait redescendre la température tout à l'heure en termes de colère, là, on va remonter sur ce pic de colère. Et attention, les AVC. Charles Hamel comprend de quoi je parle. On a eu ces images sur les réseaux sociaux, c'était exactement samedi de Marianne Simone. Et quand vous savez, c'est une grande footeuse, je ne sais pas si on dit ça comme ça. Non, une activiste. Non, pour dire qu'elle fait beaucoup de footing, elle court énormément pour entretenir sa forme et tout ça. Et pendant qu'elle était en train justement de courir, là on est à Bonanjor, elle tombe sur la maison de parti de Bonanjor. Je crois que vous savez exactement de quoi on parle. Et par la porte arrière, elle a pu
capturer ces quelques images. Alors vous pouvez voir le piteux état de la maison de parti de Bonandior. On va s'arrêter seulement à la qualité du portail qui est dans un état pas possible, les herbes qui bondent de partout. Et elle n'a voulu, elle, Marianne, que s'arrêter à ces images-là. Elle n'a pas voulu pénétrer dans cette maison de parti pour vous montrer l'horreur même qui est vécue à l'intérieur, parce que sur les différents commentaires qu'on a pu lire sur cette publication, qui, il faut vous le préciser, a quand même atteint un certain niveau, un niveau record de participation, il y a des personnes qui vont vous parler de la qualité du toit même qui est en train de s'effondrer, du fait qu'on mette des fûts à l'intérieur de la maison du parti pour recueillir de l'eau, pour empêcher que cette eau ne se verse à même le sol. Et il y a un commentaire qui, moi, m'a marqué, c'est quelqu'un qui demande, mais qui c'est qui perçoit l'argent de cette maison du parti, du moins les différentes locations qu'on fait pour les spectacles et tout ce qui se produit, qui c'est qui récupère cet argent? Est-ce que cette personne ne remarque pas l'état de délabrement dans lequel cette maison de parti est en train de se trouver? Est-ce que cette personne ne se dit pas à un moment qu'il va falloir ou pas falloir finalement arriver à l'étape des travaux de réflexion finalement de cette maison de parti? Donc, ce sont les différentes interrogations qui ont été relevées comme ça sur les réseaux sociaux. On a décidé de les partager avec vous. Il y a une formation politique de la place moi, qui je vais vous a répondre tout de suite, engagé un combat pour la restauration de ces maisons dites du parti, parce que déjà, c'est le seul parti au pouvoir qui répond de cela. Comment comprendre ce délabrement, Bombok? Oui, je le dis tout de suite, c'est déjà été l'argent de développement de qui? L'honorable Tobo Youm, qui a dirigé le parti de 96 en 2013-2014, remplacé par le ministre Laurent Esso. Donc c'est celui qui coordonne les activités du RDPC dans le Vouri qui perçoit de l'argent. Donc ça a été transmis de Tobo Youm à Laurent Esso. Alors, voilà. Vous savez, je peux témoigner, je vais témoigner de ce qu'elle a dit. J'ai eu à présenter un événement de ce côté de la maison du parti. Je vous assure que si vous avez entendu pendant le buffet, c'est-à-dire au moment où on a ouvert le buffet, 7 cris, c'était des cris liés à des charançons qui tombaient dans le repas, c'était lié à des contreplaquets qui au gré du vent s'arrachaient et se retrouvaient à frapper ou alors à dévisager certaines personnes. Pour dire que l'État, et même la porte, lorsque vous empruntez le passage principal, la porte de secours qui est à votre droite, c'est-à-dire sensiblement à 50 mètres, est enchaînée. Il y a une chaîne qui bloque, dont les portes ne se ferment même pratiquement plus. Donc ne soyez pas surpris d'être en train d'exécuter un pas de zengue ou un pas de kwassa et vous surprendre à danser avec un anaconda de ce côté parce que l'entretien, il n'y en a plus. Faites un tour en Komkana, pour ceux qui connaissent Komkana, fameux Lukati, on appelle UNC. On continue à dire UNC. On ne parle pas de la RDPC de ce côté. C'est à garder son nom. Quand vous arrivez au niveau du stade, regardez ce qui sert de maison du parti à ce niveau. Allez à Bamenda, vous regardez. Allez à Banganté, vous regardez la maison du parti. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, tout cela est tombé en désuétude, en décrépitude. Il ne faudrait plus. Ne faudrait-il pas peut-être à ce jour qu'on récupère ces lieux, qu'on remette aux différents départements et que les départements, ou peut-être le délégué, se retrouvent à utiliser cela pour faire profiter à l'ensemble des différents départements? C'est une question qu'il faut se poser aujourd'hui. Parce qu'à la fin, ça n'est pas. On fait des concerts là-bas, tendance. Bien, mais moi, j'ai fait le show là-bas jusqu'à, mais sauf que les toilettes, c'est du venir voir et aller dire. Mais vous-même, vous discutez, ça c'est les maisons qu'on a construites vers. On n'a pas construit à 1900, mais on a construit vers. Normalement, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'arranger. Parce que quand tu vas me faire le spectacle là-bas, non seulement les fumées de manga ne te laissent pas respirer. Les fumées de Ndjab se cachent comme tu vois les herbes là. Dans notre pays, c'est pourri. Partout, on va tout parler mal du Cameroun. Quand je suis membre du Cameroun, encouragez-moi. Quand je vais même voyager, on va dire tu es camerounaise, je vais dire oui. Ne me poussez pas à dire que je suis tchadienne, non. Poussez-moi à bien parler du Cameroun. Voilà, ces maisons de parti RDPC, à la suite de l'UNC, devraient davantage servir, vous l'avez dit, à d'autres types d'activités. Donc on doit restaurer parce que c'est un bel espace et généralement se déroule là-bas des foires, des concerts. On peut la transformer en salle de spectacle, mais il se trouve que les gens qui sont chargés de gérer la cité n'ont pas ces idées novatrices. La maison du parti de Bonadjon peut construire une succession de logements sociaux de ce côté. Hein. Ça peut être utile. On peut raser ça et construire. La preuve, quand ils organisent des meetings, ce n'est plus dans la maison du parti. C'est dans la rue qu'on fait désormais. Depuis des années, les meetings, ce n'est plus dans les maisons du parti. Donc forcément, ça ne sert plus à rien. Très bien. La suite, oui. Alors, la suite, c'est également une autre information qui a suscité beaucoup de colère
chez les Camerounais durant ce week-end. Nous sommes samedi lorsqu'un premier post apparaît sur la page Le Cameroun, c'est le Cameroun. Le groupe Facebook Le Cameroun, c'est le Cameroun. Et cette publication est de celle qu'on appelle la Grande Royale, qui essaie de faire un témoignage. Le témoignage, en fait, lui vient d'une jeune fille qui lui a écrit inbox, comme on dit continuellement sur les réseaux sociaux, et qui lui présentait un cas. En fait, la jeune fille travaille au magasin qu'on va appeler numéro uno. Vous voyez en image. Et elle se plaignait justement d'avoir une sorte, peut-être d'altercation, non, on n'ira pas jusque-là, une sorte d'échange avec son responsable. Son responsable qui, parce qu'il s'est rendu compte que la jeune fille qui était supposée mettre des puces sur des vêtements, vous savez, ces puces, lorsqu'on va voler un vêtement et puis se retrouver à l'extérieur sans payer, c'est ça justement qui va faire siffler le système qui est en place. Donc, en fait, c'est ça le rôle de la jeune fille, mettre des puces sur les différents vêtements. Ce qu'elle fait, elle va oublier de la mettre une puce sur un vêtement, jusqu'à ce que son responsable retrouve ce vêtement, l'appelle dans son bureau et lui fait le reproche. Alors, on aurait pu s'arrêter là si le reproche en lui-même n'était pas, on va dire, un reproche prêt à la dénigrer parce qu'il a traité d'enfant de singe. Il a dit, on n'a pas besoin de trop chercher. Quand on la voit, on regarde, on comprend très vite à quelle espèce peut appartenir sa mère. Donc, c'est comme ça que la publication a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Des personnes qui ont travaillé à Je vous arrête parce que j'ai lu un passage. Il a dit, ce serait un compliment pour lui s'il traitait sa mère de singe. S'il traitait sa mère de singe. Voilà. Merci Charles Hamel. Complète juste. Donc, de toutes les façons, la publication a fait le tollé sur les réseaux sociaux. 1000 commentaires par là, plusieurs partages. Et des personnes qui, se servant de ces partages, sont revenues faire quand même de sortes de témoignages pour attester de ce que le traitement qu'ils subissent à numéro uno est un traitement un tout petit peu grammatique et ils ont commencé à appeler au boycott. Alors on aurait pu rester là, on aurait pu s'arrêter là, parler, s'arrêter, mais non, on a vu un communiqué qui a été pondu justement par la direction de numéro uno, le communiqué que vous voyez là, qui apporte un démenti sur l'affaire qui s'est produite et après le communiqué, on a une vidéo qui a été publiée par quelques employés de numéro uno qui tentent quand même de montrer aux yeux du monde que oui, ça se passe plutôt bien là-bas. Donc, je vous propose de suivre ce qu'elles disent dans la vidéo et je vais vous dire après ce qu'on a dit d'elle. On commence. Bonsoir à tous. Moi, c'est Ngou Odette et là, c'est ma collègue et elle également. Chérie, s'il vous plaît. Moi, c'est Nathalie Owona. Vraiment, nous avons vu une publication ce matin sur Facebook qui ne nous ont pas vraiment plu parce que nous sommes heureuses de travailler ici à numéro 1. Parce que voilà mes collègues qui sont en train de confirmer ce que je suis en train de vous dire. Vraiment, nous sommes vraiment heureuses de travailler à numéro 1 Zara. Vraiment, il ne faut pas écouter les ondits. Et on s'en fout vraiment. Après cette vidéo qui a été, elle également partagée un nombre incalculable de fois, les personnes qui avaient déjà commenté la première publication sont revenues parler de manipulation et essayer quand même de prendre à témoin les différents traitements que subissent les Camerounais dans les entreprises d'expatriés au Cameroun. Les Libanais sont revenus à chaque fois, les Chinois. Donc pour dire en fin de compte que dans ce pays, le Cameroun, on peut être employé pour un expatrié et être traité comme un... Alors, numéro uno, c'est espagnol, c'est quel... C'est espagnol. C'est un nom espagnol. Un nom espagnol. On nous fait comprendre que le monsieur qui traite la demoiselle de singe, en fait, est un Libanais. Un Libanais qui ont la réputation quand même de maltraiter les Camerounais. Je vous ai parlé la dernière fois d'une société qui produit des produits laitiers, pardon pour la répétition, des sociétés également qui font dans des mèches, qui vont pousser les jeunes filles à travailler debout pendant de longues heures, sans pour autant prendre en compte leurs conditions. Les étrangers nous commandent ici, Sam. La preuve, les Chinois, là-bas même à la douche, tu vas acheter les choses des Chinois, eux-mêmes ils mettent les cales. Eux-mêmes ils sont en Chine, ils achètent. Pour que les Camerounais achètent, mais encore en Chine, c'est le problème. En République Centrafrique, la dernière fois, les Blancs ont payé les Camerounais, quoi, les singes, non. Donc, restez avec le nom là. Même pas les Chinois, les étrangers viennent nous secouer dans notre pays. Et c'est comme ça le Cameroun. Où il faut même venir intervenir. Donc, tu vois comment on manipule les filles là, Sam. Donc, votre collaboratrice en bon français, qu'on a appelée singe, elle a donc menti. Parce que je ne pense pas que pour dire, écrire sur les réseaux sociaux, il faut d'abord réfléchir. Et les filles qui viennent de mentir, c'est parce qu'on vous manipule. C'est pour avoir les gros salaires, vous mentez. On a rapidement compris. C'est qu'elle peut l'appeler singe, ne manque pas ça. Ouais, c'est vrai. Elle n'a pas menti. Tendance, Charles Hamel, on sort avec vous. L'image traduite de la manipulation, effectivement, c'est l'esprit camerounais d'abord qui se laisse embarquer tout souvent comme ça, la jalousie, les haines qui nourrissent, et puis la facilité de nos filles, de nos chères sœurs à
se laisser instrumentaliser aussi. Sam, si vous avez vu la vidéo comme moi j'ai vu la vidéo et que vous avez regardé les yeux de ces filles, vous allez vous rendre compte qu'il y avait un metteur en scène derrière. Regardez bien, qui donnait la gestuelle. Et vous allez voir celle qui était juste derrière la brune. À un moment donné, c'est suffisant. Elle dit que même moi aussi, vous avez vu, on était entré avec quelqu'un qui derrière. On a observé la vidéo. J'ai vu sur tous les contours et je me suis rendu compte qu'il y avait un metteur en scène derrière qui me donnait. 2002, nous sommes de ce côté de Pendjambanga, Sam Sévérin. Il y a une grosse bagarre qui déclenche dans une plantation, les bananeraies, dont je vais taire le nom de la structure, qui peut-être aujourd'hui a déjà fermé. C'est un blanc, Jean Didier, qui se permet de traiter un caria de sale nègre, esclave, fils de pute. J'emploie ces expressions pour vous dire, parce que ce truc avait fait un tollé. Une bagarre générale déclenche, qu'est-ce qu'on fait? On envoie le blanc en mission. Nous revenons ici, 2014, nous sommes ici à quoi? Plus précisément, à la rue Lambert, l'appareil électroménager. C'est un Libanais qui frappe sur son employé, qui la met à genoux, devant, en face de l'actuel supermarché, là, à la direction de l'opérateur téléphonique. Il la met, il frappe sur elle. Sam Sévérin, ça choque, les Bensikina descendent, on calme l'affaire. Il n'y a pas longtemps, sur notre rue, le boulevard de la République, toujours un Libanais. Il n'y a pas longtemps, ça fait 3 semaines aujourd'hui, je peux vous amener cette fille sur ce plateau. C'est une fille qui a passé 3 jours avec la bénédiction d'un colonel de cette république parce qu'on l'a soupçonné d'avoir volé 500 francs. Le Libanais l'a soupçonné d'avoir volé 500 francs. Elle a passé des jours. C'est vous dire que les gens sont martyrisés. Allons à la rue de la Douche. Et là, je suis en train de préparer un dossier là-dessus. Au niveau de la douche, vous avez des Chinois qui attrapent parfois des Camerounais, les gens qui portent des petits dockers, comme on les appelle, donnent des coups de poing, sortent des machettes, des haches. Sachez que dans ces bureaux, ils sont armés. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Convention sino-camerounaise. On laissait aller, effectivement. C'est dommage. Il faut frapper du poing sur la table pour ne plus se laisser piétiner par ces hordes d'étrangers qui arrivent chez nous et font tout et n'importe quoi en direction de nos filles. Malheureusement, parce qu'on est en pleine décrépitude de notre société aujourd'hui. Donc, on est prêt à tout supporter. C'est bien dommage. Merci beaucoup pour cette revue des réseaux sociaux. Et on prend la suite de ce programme avec interpellation. Oui, pour moi particulièrement, vu que les jeunes sont l'avenir du pays, moi je pense qu'on devrait s'accentuer sur les écoles de formation parce que après l'université, généralement les jeunes sont confrontés au manque d'emploi parce que après l'université, généralement, ils ne savent pas faire grand-chose. Ils ont juste la théorie dans la tête et tout. Et après, ils sont confrontés à une réalité très très difficile parce que le monde de l'emploi, vraiment, c'est un vrai parcours du combattant. Donc pour moi, nous devons maximiser les écoles de formation de façon à ce que quand nous jeunes nous sortons de là, nous sommes aptes à faire un boulot. Ça fait que nous pouvons nous débrouiller dans tous les secteurs et nous n'allons pas forcément chercher à aller travailler dans les ministères et tout. On peut créer des emplois. Oui, tendance. Il faut créer les emplois. Maman, si on ne crée pas les emplois, s'il y a possibilité, vends tes tomates au marché, va à Sandaga. Tu prends un cajou, si tu as 5 000 francs, tu prends un cajou. Tu vas commencer à vendre 4 tomates à 200 francs. Tu vas t'en sortir, tu ne vas pas seulement attendre au gouvernement. La vie, c'est la bastonnade, il faut se bastonner. Je pense que la mère dit elle a entièrement raison sur toute la ligne, Sam Sévérin. Il va falloir professionnaliser la formation à un moment, cela va permettre justement que les jeunes arrêtent d'attendre qu'on fasse tout pour eux. Parce qu'on se rend compte à un moment que le gouvernement, du moins les personnes qui sont supposées vous encadrer, ont montré leurs limites. Alors, si on montre les limites et qu'on veut quand même résoudre un certain problème dans le pays, pourquoi ne pas penser à professionnaliser la formation? Combien d'étudiants sont tout le temps en train de faire français à l'université, histoire, géographie, mais ça va leur servir à quoi? Ils sont nombreux qui font chimie et qui demain ou après-demain ne peuvent pas se retrouver dans des endroits de production qui vont finir dans la rue. Donc pour dire finalement qu'à un moment, quand un jeune va sortir, peut-être avoir son baccalauréat, sortir de l'enseignement secondaire et avoir son baccalauréat, peut-être maximiser ses formations sur quelque chose de plus pratique, quelque chose qui va lui permettre à lui d'être compétitif, de ne pas tout attendre du gouvernement et pourquoi pas de s'auto-employer et même à la rigueur employer ses autres camarades.
Alors, Sam Sévérin, je vais renchérir en disant ce que mon père disait, mon fils fréquente, va à l'école. Si on ne te recrute pas pour ce que tu as appris, on va te recruter pour ce que tu sais faire. Et dans ce que tu sais faire, tu mettras ce que tu auras appris. Pour dire quoi, Sam Sévérin, en gros? Qu'est-ce que les jeunes savent faire aujourd'hui? Quand vous voyez un ministre de la formation professionnelle, vous voyez un ministre de qui va faire l'inauguration d'un centre de formation logistique, banque, microfinance, ça sert à quoi, Sam Sévérin, en gros? Ça sert à quoi avec la multiplicité de fermetures que nous avons, des gens qui ne recrutent plus? Oui, il faut le dire, Sam Sévérin. Nous avons... Non, qui ferment. N'oubliez pas, ajoutez aussi qui ferment tous les jours. Parce qu'il y a une qui va fermer d'ici demain. Vous allez voir dans la ville de Douala, Sam Sévérin. C'est comme ça ce pays. J'estime qu'on ne propose pas les bonnes formations. On n'autorise pas les bons centres qui vont faire des formations. Et quand vous trouvez même ces centres, fut-il même parrainé par l'État du Cameroun, c'est à des centaines, c'est à des millions de francs CFA, et qu'elle ne m'en dira pas le contraire. Pas du tout. Oui, moi, je ne pense pas, je ne partage ni le point de vue de Kate, ni de c'est pas là. Le problème, Biya a échoué et son gouvernement. Les médecins, quelqu'un nous a dit, les médecins chôment. N'ont-ils pas une formation? Allez à l'université de Douala, il n'existe pas de laboratoire. Quelqu'un vous sort avec un 2 en biochimie. Il ne sait pas ce qu'on appelle un tube à essai. Il n'a jamais été dans un laboratoire. Ils ont une faculté de génie mécanique, de génie, tout. Ils n'ont pas de laboratoire, ils n'ont pas d'atelier. On se débrouille. Lorsqu'un pays se trouve dans le règne de la débrouillardise, on ne cherche plus à... Comment je vais dire ça, à incriminer ses citoyens, ou alors le seul crime que les citoyens font, c'est qu'ils ne réfléchissent pas pour changer ce régime-là. Donc la seule chose, à mon avis, qui tienne, c'est ce que nous apprend l'histoire de l'humanité, c'est de changer ce régime qui vous met dans cet état. En attendant que le régime change, on fait quoi? On se mobilise, on réfléchit pour le changer. Et on ne mange pas. Comment on ne mange pas? Mais justement, les médecins mangent. Vous savez combien d'enfants sortent avec des diplômes en banque microfinance, logistique et transport? Et ils travaillent donc pour l'environnement. Aux États-Unis, ceux moi qui sont j'en avec connais. histoire, géographie, des diplômes en histoire, lettres bilingues, modèles, lettres bilingues français, ils font quoi? 2/3 des médecins camerounais vivent à l'étranger. Ils mangent, non? Vous allez me dire. Alors vous encouragez l'immigration? Non. De toutes les façons, j'ai dit on change de régime, le citoyen change de régime. On a compris. Mais c'est ce qu'ils ont répété. Ils ont répété. Tout le temps mettre tout sur le dos du système qui a échoué. Si, c'est le système. On le débat. Géographie, je suis désolé, moi j'ai fait lettres, droit et autres, ça a de l'importance aussi. Voilà. Même l'histoire géographie, on l'enseigne. Donc il y a des enseignants qui sortent de l'école normale pour aller enseigner l'histoire géographie. Donc on ne peut pas dire qu'il faut toujours des formations professionnelles. Non, il faut Qu'est-ce vous savez bien qu'on n'est pas prédisposés tous à faire toutes les bonnes matières. Sam, ils font quoi? Les 200 qui sortent de l'université de l'histoire géographique. On continue à enseigner la littérature en France et en Allemagne. Bon, donc les 200 étudiants qui sortent de l'université de Douala en les médecins font quoi? Je vous demande ce qu'ils font. Les médecins font quoi? C'est pour vous dire en somme qu'il faut penser à la professionnalisation d'un autre genre. Il faut changer de système, de régime. On est tout le temps resté dans ce système qui ne nous produit pas, qui est contre-productif. Il faut changer, il faut créer de nouveaux emplois. Voilà par exemple l'économie, la nouvelle économie numérique dont on parle. Est-ce qu'on a déjà exploré tous les aspects de l'économie numérique au pays? Dans ce système, c'est pas possible, madame. C'est pas possible. Il y en a un millier. Merci beaucoup. Interpellation, c'est terminé. Merci pour la téléspectatrice qui parle de création d'emplois. Il faut qu'on apprenne aussi à s'auto-employer, c'est vrai, par la création des start-up aussi. Parce qu'on ne va pas tout attendre de l'État-providence qui a fait faillite. C'est vrai que l'État est là pour faciliter. L'État ne crée pas nécessairement les emplois. Absolument. Merci. Donc, on prend le partenaire de la Samza Night Club. C'est avec le Douala, c'est la vitesse. Votre discothèque VIP, ouvert tous les soirs, avec ses concepts innovants qui vous animent durant toute la semaine. De lundi à samedi dès 22h et tous les dimanches à partir de 18h. C'est avec le Douala, c'est aussi son lunch bar restaurant, ouvert tous les soirs dès 17h, avec la meilleure cuisine de Douala et un billard à votre disposition. C'est avec le Douala, 6 à Aqua, derrière le glacier moderne, Infoline, 6 93 52 52 94 6 50 22 22 22. Oui, pour en parler encore, M. Bertrand Kadji, bonjour. Bonjour
Sam, à tout le panel, bonjour. Bonjour. Bien, le programme de cette semaine qui commence, bien sûr, c'est déjà de prime abord dire merci à toute cette clientèle qui continue de nous faire confiance avec ce week-end écoulé qui, n'est-ce pas, a vu tout un parterre mondain et en fait le déplacement pour s'amuser vraisemblablement. Donc, nous sommes lundi, la grande nuit de piscine party, une énième du genre qui proposera, n'est-ce pas, des articulations bien distinctes des autres déjà connues et nous vous invitons à faire le déplacement pour découvrir vraisemblablement de quoi il s'agit, parlant de soirée piscine party. Les mardis, nous avons donc cette soirée 100% ladies, car ce sera le mardi Ladies Night qui prendra lieu et place. Le mercredi, grande nuit du Créa Show. Ce mercredi, on offrira une créativité à l'endroit de notre clientèle qui fera le déplacement, qu'il ait, n'est-ce pas, une idée de ce que nous leur proposons vraisemblablement à côté de l'ambiance qui viennent chevaucher également pour leur permettre de s'amuser au maximum. Les jeudis, grande soirée glamour et grande soirée sexy avec un défilé apparent, bien sûr, qui s'opère, permettant ainsi à cette jeune féminine qui aime bien s'amuser au devant des regards de présenter, n'est-ce pas, sur le pas de marche, ce défilé-là, excusez-moi de la redondance, avec à la clé une cagnotte de 115 000 francs à se partager. Les vendredis et samedis 100% VIP. Bien sûr, rappelons-nous que le dimanche, ce sera la discothèque de papa pour les titres souvenirs, ça on vous le dit toujours. Pour le rappel des mémoires, à partir de 17h, nous sommes ouverts pour les dimanches. Jeudi, je reviens là-dessus, tout en vous rappelant que nous avons donc un spectacle digne de son nom, car la fête de l'unité nationale qui approche, n'est-ce pas, nous permet d'offrir à notre clientèle une semaine bien ambiancée et bien menée de main de maître par les DJ Performance dans leur animation. Nous avons donc l'artiste invité Bebeto Mbongo qui sera bel et bien au Cameroun à partir de demain et, n'est-ce pas, sera présent même sur les plateaux de Equinox Radio et Télévision pour confirmer sa présence à la Sanza Night Club de Douala jeudi 18 mai à partir de 22h. Ok, merci pour avoir fait le tour. On va vous retrouver mercredi prochain pour la prochaine présentation. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Il s'appelle Bebeto Bongo, le créateur de Sungu Sungu. En spectacle à Douala pour la première fois à la Sanzane Club ce jeudi 18 mai dès 22h. Koutogo, Sungu Sungu, Bebeto Bongo, Showcase à Douala pour la première fois. Réserve ta place 694 93 24 06 693 52 52 94. Bebeto Bongo à la Sanzane Club. Voilà, merci. Donc, à la Sanza Night Club, c'est grand moment de divertissement. Donc, la suite, c'est avec le concept Salaka, avec Consté Lamine, qui est là, près ce matin, pour nous parler d'une promotion de toute une autre nature. Et il est le mieux indiqué pour nous en révéler le contenu. Bienvenue donc, bonjour à vous. Du nouveau à Douala, Race Infusion Plus, le nouveau partenaire de votre succès. Représentant exclusif de prestigieuses marques européennes, ouvre ses portes dans son showroom situé à l'avenue King Aqua. Race Infusion Plus met à votre disposition des batteries pour tout type de véhicules et engins lourds, des huiles de moteur de qualité supérieure et de référence internationale, du petit matériel de BTP, des plaques solaires, des cuisines modernes complètes et de tous les standings, des groupes électrogènes d'origine européenne et bien d'autres produits et services accessibles à des prix défiant toute concurrence. Race Infusion Plus, the real dream. C'était bien entendu l'élément qui présentait bien entendu ce nouveau partenaire du concept Salaka, annoncé bien sûr sur les antennes d'Equinox Télévision et Radio. C'est bien sûr la société Race Infusion. Et pour en parler ce matin, je suis avec madame la directrice générale, madame Arlette Bilunga, aux côtés bien sûr du concept Salaka. Alors nous allons tout de suite permettre à la dame de dire un mot à l'endroit de tous les téléspectateurs de l'émission 10-12 de Zénith.
Bonjour, chers téléspectateurs de l'émission Le Zénith sur Equinox. Déjà, merci à Equinox de permettre à des partenaires comme nous de nous expliquer, de nous présenter aux téléspectateurs et de présenter nos produits. Alors, les produits qui sont présentés devant vous, je ne sais pas si vous les voyez, donc Res Infusion Plus distribue des lubrifiants de qualité européenne et des batteries et d'autres produits. Nous sommes situés à l'ancien Porte-Jaune à Aqua. Déplacez, vous venez nous voir, vous allez découvrir toute la gamme de produits qu'on représente. Et je remercie le concept Salaka qui nous a permis d'être ici aujourd'hui dans l'émission Zénith. Voilà. Alors, c'était bien entendu le mot de Madame la directrice générale, Madame Arlette Bidonga, qui, je rappelle, est donc revenue au Cameroun pour permettre à tous les Camerounais, c'est-à-dire à tous les automobilistes, à tous les transporteurs, d'avoir désormais des batteries et des huiles moteurs de très très bonne qualité. Alors, bien entendu, c'est donc l'espace réservé à la vente ce matin. Je commencerai tout d'abord par des huiles moteurs. C'est très important. Vous savez très bien que la sécurité de votre moteur, la sécurité de votre voiture passe d'abord par des huiles moteurs de très bonne qualité. Et aujourd'hui au Cameroun, quand on parle d'huile moteur, on parle bien sûr de la société Res Infusion, avec bien entendu 3 marques d'huile. On a bien sûr la gamme, c'est-à-dire la grande marque Res Plus Lubricant, qui vous permet bien sûr d'assurer la santé de votre moteur. À côté bien sûr de cette marque, on a bien entendu la marque Ardeka et bien entendu une autre marque internationale, la marque Tarex. Alors à l'instant, chers automobilistes, vous le regardez à la maison, vous êtes hors du Cameroun, c'est donc l'occasion plus que jamais pour vous de courir dans nos 2 agences, à Yaoundé en face du Palais des Sports Warda et à Douala du côté bien sûr de l'ancienne Porte Jaune, c'est Aqua. Vous avez bien entendu 1 litre d'huile moteur. Je rappelle, ce n'est pas le vrac, ce n'est pas bien entendu ces huiles mélangées, c'est des huiles moteurs de très très bonne qualité. Ça je vous le rappelle, vous les avez à partir de 2100 francs le litre. Oui, je dis bien à partir de 2100 francs le litre, vous avez droit à une huile moteur de très très bonne qualité. Je rappelle ces 3 marques, la marque Res Plus Lubricant, la marque Ardeka, la marque Tarex, vous l'avez à 2100 francs le litre d'huile moteur. Plus besoin d'acheter le vrac. Évitez bien entendu, c'est-à-dire d'aller de gauche à droite pour chercher des huiles moteurs, c'est-à-dire mélanger des huiles moteurs qu'on ne connaît pas la provenance. Alors des huiles moteurs de qualité, vous les avez à partir de 2100 francs 1 litre d'huile moteur, disponible bien sûr en conditionnement de 4 litres et d'1 litre et même en conditionnement de fût pour, c'est-à-dire pour des agences de voyage qui veulent des huiles en quantité. Je rappelle le prix pour ces huiles moteurs de qualité vendues aujourd'hui dans le concept Salaka sur la radio Equinox et télévision. Vous l'avez le litre à 2100 francs. Les numéros de téléphone s'affichent à l'écran. Vous avez besoin de la quantité, vous avez besoin de l'acheter en gros. Alors c'est l'occasion de nous appeler à ce numéro de téléphone, que vous soyez du côté bien sûr du nord, du côté de l'extrême nord, du côté hors du Cameroun. Plus besoin de chercher les midi à 14 h. À côté bien sûr des huiles moteurs, vous savez très bien, on a vu des gens qui passaient le temps à pousser les voitures. Vous êtes dans une voiture, à peine la voiture s'arrête, on se dit que c'est le carburant qui est... Non, c'est pas le carburant qui est terminé, c'est un problème de batterie. Plus besoin de demander aux passagers, pardon passagers, descendez, poussez la voiture, non c'est terminé. Aujourd'hui, que vous soyez camionneur, que vous soyez taximan, particulier, que vous soyez conducteur de bus, vous avez donc des batteries de qualité, des batteries neuves dans leur emballage, vous les avez à partir de 43 000 francs, bien entendu la batterie Res Plus. À partir de 43 000 francs, vous avez droit à une batterie de 50 ampères. J'insiste bien sur l'ampérage, 50 ampères pour ces batteries de qualité, des batteries neuves qui vous permettront de rouler en sécurité, de rouler dans la tranquillité. Alors je rappelle, les prix vont encore s'afficher au bas de l'écran, des batteries de très bonne qualité, des batteries neuves, vous les avez à partir de 50 000 francs, du côté bien sûr du magasin Res Infusion à Aqua, à l'ancienne Porte Jaune, au carrefour ancien Sonnet d'Aqua, et bien sûr du côté de Yaoundé, nous sommes en face le Palais des Sports à Warda, avec bien sûr une fosse de vidange qui permet à tous nos clients de vidanger gratuitement, c'est-à-dire leur véhicule. C'est donc le message de ce matin, et je ne saurais partir sans passer encore la parole à la directrice générale, Madame Arlette Bidonga, qui a encore un mot à l'endroit de tous les téléspectateurs. Alors, le dernier mot, c'est venez voir, venez toucher du doigt, venez tester nos produits, nous essayer, c'est nous adopter. Ça, j'en suis sûre, la qualité y est. À bientôt.
Et bien sûr, à bientôt, chers téléspectateurs. Courez du côté, bien sûr, de Rest Plus et achetez des batteries de qualité à partir de 43 000 francs, des huiles moteurs à partir de 2100 francs le litre. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est le Racine Fusion, donc situé à Douala, ancienne porte jaune, et puis Yaoundé, face Palais des Sports de Douarda, pour le bel entretien de votre véhicule, les très bonnes batteries et des huiles moteurs pour l'entretien du moteur à partir de 2100 francs le litre. Merci donc à vous, Constille Amine. La suite de ce programme, avant la conclusion, prévoit la lecture de quelques tout derniers messages. Et ce message signé Anissé Ekane qui dit qu'il faut interpeller l'ordre des médecins qui s'est empressé de venir au secours de Mama Fouda lors de l'affaire Kouma Tekel. Aujourd'hui, il adopte le profil bas, dit-il. À sa suite également, ce message, quelqu'un qui dit « Nous invitons Bombok dans son village à Pouma pour mobiliser les jeunes dès le 20 mai à s'inscrire sur les listes électorales. Nous sommes des jeunes de Pouma et nous poussons Cabral vers la République. Donc Bombok, veuillez baquer à vos différentes occupations. À 5 000 inscrits en 2013, nous sommes à 6 300 aujourd'hui, donc j'y suis. Bon, on n'est pas encore en campagne. Hein, non, c'est pas la campagne, c'est les inscriptions. Les inscriptions, voilà, c'est la citoyenneté. Et il faut dissiper quelque chose qui peut s'avérer pernicieux par la suite, Charlemagne, parce que quand ils disent nous sommes de Pouma, nous allons pousser notre frère Cabral, qui n'appartient pas à Pouma ou bien à Ezeka. Donc, notre frère camerounais. Non, il faut lire entre les lignes. Il faut lire entre les lignes. Ce n'est pas le candidat potentiel de la communauté des Bassa. Voilà. C'est précisément vous qui apportez la confusion. Parce que lorsque Benga va dire donc demain. Non, justement, quand vous apportez cette confusion, ne précisez pas. Des messages. Quand on va dire Bombo parce que c'est son frère, alors que vous n'étiez pas candidat. C'est notre frère à tous. Voilà. C'est notre frère à tous. Ce message également qui dit les Noirs, des hommes extraordinaires, toujours en train de suivre. Il faut qu'en Europe, un jeune soit élu pour que cela ait de l'effet sur les Noirs terribles quand même. Alors non, ça veut dire que vous ne comprenez pas ce qu'on dit dans ce programme depuis toujours. On a quand même fait l'effort de vous faire comprendre que ce soit le président Biya et tous ceux qui sont avec lui aujourd'hui, ils ont accédé aux affaires finalement de l'État. Ils avaient la trentaine par là. Donc ce n'est pas un fait. Ce pouvoir avait 36 ans. Ce n'est pas un fait européen. Kabila avait 30 ans. Et ce message également qui dit la clientèle privée n'est que la résultante du mauvais traitement salarial. Pensez-vous vraiment que si les médecins ont de meilleurs salaires et conditions de travail, ils iront encore arnaquer les malades? Personne ne peut vivre 2 ans sans salaire. Nous, on vit comme ça et on nous exige d'être polis et chaleureux à l'accueil dans les hôpitaux. Et c'est René qui nous a fait ce message depuis Yaoundé. On en déduit par là que c'est un médecin. Ce message également, c'est quelqu'un qui dit « Mon Dieu, quand je suis ce docteur, j'ai la chair de poule, j'ai envie de quitter ce pays. Le ministre de la Santé n'est pas humain. Que vont devenir les patients de ce docteur? Ça, c'est un génocide, nous dit Ali Mao qui nous écrit de Maquette Misok. À la suite donc de ce message, un autre, celui-ci qui dit le docteur Kamta m'a opéré et a vraiment aidé pour que mes parents puissent payer moins cher. Je pleure quand je vois la situation des docteurs aujourd'hui. Courage à vous. 2018, c'est l'année du changement. Et c'est Félix qui nous a fait ce message depuis Ange Raphaël. Et ce message également, c'est quelqu'un qui qui nous écrit depuis Mbanga et qui demande quel est le projet de société de Cabral Libi. Nous ne sommes pas en campagne, comme l'a dit Sam Sévérin, donc vous saurez son projet à temps opportun. Et ce message également de Fabrice Okala qui nous écrit d'Aqua, qui dit Mama Fouda, c'est tout sauf un ministre, comme ce sont eux qui ont le Cameroun, ils bloquent tout et même les émissions télé pour maintenir les Camerounais dans l'ignorance. Anyway, dit-il, ça va finir un jour. Merci beaucoup, Tendance. On va conclure ce programme. Au nom de la liberté de critiquer. Voici la critique de fin d'émission, donc, à votre suite, pour aller encore au cœur de la résolution des crises qui se déclenchent sous notre ciel. On parle de ce qui arrive au port de Douala depuis vendredi dernier et la grève, le mouvement de revendication massif orchestré donc par les employés dockers qui revendiquent bien de choses depuis de longues années aujourd'hui. Alors, pour essayer de les ramener à l'ordre, ça a davantage été des menaces. Ils ont même dû être dispersés à coups de bombes lacrymogènes et ils ont accepté tout de même de reprendre du service dans l'espoir que leurs revendications vont être solutionnées. Mais sauf que c'est une stratégie qui ne fonctionne jamais parce qu'on a vu depuis le déclenchement de la crise anglophone, en passant par le problème du secteur des médecins, jusqu'à ces dockers aujourd'hui et de bien d'autres cas,
que la répression n'est pas la meilleure manière de régler ces choses-là. Il faut épouser son temps, parce que hier, M. Laurent Fabius l'a bien rappelé à Emmanuel Macron, à son intronisation. Pour être le dirigeant d'aujourd'hui, il faut être l'homme de la situation. Et ce n'est pas le cas pour le sous-préfet de Douala Premier, le préfet du Vouri et tous les autres qui ont été impliqués dans la quête de résolution de la crise des dockers au port de Douala, qui visiblement n'utilisent pas les bonnes méthodes. Et lorsque la déflagration va nous revenir à la face, bien plus tard, on se plaindra de ce qu'on n'a pas pu venir, on n'a pas vu venir la chose, on n'a pas pu venir à bout de cela. Et tant pis, même si le Cameroun plonge dans le chaos, ce n'est pas notre souhait. On aimerait voir les problèmes solutionnés allègrement dans le sens de l'intérêt général, ce qui n'a malheureusement pas été le cas jusqu'ici au bout d'une trentaine d'années. Voilà, merci beaucoup d'avoir encore suivi ce programme. Le Zénith vous revient donc demain à partir de 10h sur Equinox Télévision.